Qui veut vraiment la Troisième Guerre mondiale? Dans quel schéma historique profond s'inscrivent les événements que nous vivons aujourd'hui? Enfin, quelles sont les véritables cibles de cette guerre? Et surtout, pourquoi sont-elles ciblées? Voilà les questions auxquelles je vais tenter d'apporter une réponse dans cette vidéo, grâce à de nombreuses sources, dont certaines totalement inédites et absentes des canaux de réinformation par ailleurs. Personne nulle part ne parle de certains éléments que je vais vous donner ici, en tout cas je n'ai pas trouvé. C'est pour ça que je prépare cette vidéo depuis plus d'un mois, et bien que je ne prétende pas détenir la vérité, force est de constater que l'actualité valide tragiquement ma grille de lecture presque chaque jour. Donc là je me dépêche de la publier, tous les jours apporte des confirmations à ce que je vais dire. L'histoire est la meilleure manière de comprendre le présent, et donc d'anticiper l'avenir. Il s'agit sans doute de la vidéo la plus importante que j'ai eu à faire, car la France est directement concernée par les événements actuels, et sa population, c'est-à-dire en fait nous. Allons en payer le coût, ça c'est en route, mais malheureusement très probablement un coût qui ne restera pas seulement financier. Alors, c'est par sentiment du devoir que je me sens obligé de vous délivrer l'analyse qui va suivre. J'espère qu'elle pourra œuvrer à un monde un peu plus apaisé. Alors pour commencer, j'aimerais vous mettre en évidence l'immense et tenace soutien britannique envers l'Ukraine. Crise en Ukraine, la Grande-Bretagne veut proposer un déploiement majeur de troupes à l'OTAN. Et ça, vous voyez, ça date pas d'hier, c'est le 30 janvier 2022, c'est-à-dire avant l'entrée, l'opération militaire spéciale ou la guerre, comme vous souhaitez, de la Russie à l'Ukraine. Déjà, la Grande-Bretagne, qui est en fait le Royaume-Uni, il faut appeler les choses par leur nom, se mêlait déjà de ce qui se passe là-bas. Guerre en Ukraine, en visite surprise à Kiev, Boris Johnson annonce l'envoi de blindés et de missiles anti-navires. Ça, c'est le 9 avril 2022, juste après l'attaque russe et à un moment où on commence à comprendre que l'Ukraine ne s'effondrera pas. À Kiev, Boris Johnson salue l'héroïsme invincible des Ukrainiens. Vous voyez, le 10 avril 2022. Et puis, guerre en Ukraine, là c'est le journal Le Monde, le soutien de Boris Johnson et de son gouvernement à Kiev est sincère et sans ambiguïté. Le 1er juillet 2022, quelques mois encore après. Vous voyez que c'est très important, c'est une chose qui ne cesse pas. Et là nous avons très carrément, Londres promet à Kiev rien de moins que 100 ans de partenariat sécuritaire. Ça c'est beaucoup plus récent, c'est le 16 janvier 2025. Vous voyez qu'on voit que le Royaume-Uni est à la manœuvre avant l'attaque russe, jusqu'à nos jours, et son soutien ne faiblit pas à l'Ukraine. Et là, on a carrément une espèce de date, de durée, qui est complètement symbolique et hallucinante en termes de relations internationales. 100 ans de partenariat sécuritaire, rien de moins. C'est pour moi le symptôme, le signe, vous savez, d'une immense frustration. L'empire du Royaume-Uni a une immense frustration, et je vais vous apporter des preuves de ceci. Une immense frustration qui provient en fait depuis 1944, très exactement. Une immense frustration qu'elle couvre depuis 80 ans. Et elle voit là, dans cette guerre en Ukraine, l'occasion de renverser le cours des choses, de rattraper 80 ans de frustration. Je peux vous garantir que les tenants de cet empire, ils ont la chose, vous voyez, à trapper, et ils ont qu'une envie, c'est que ça perdure. Vous voyez, c'est pour eux comme une espèce de miracle qui s'est produit avec l'affaire ukrainienne, bien évidemment qu'ils ont savamment provoqué. Alors, j'écoute des dizaines de spécialistes et de chaînes d'information, et pourtant, ce que je vais vous dire ici est en partie unique en fait. Je ne vois personne revenir sur des éléments d'information précis qui explique le cours des choses. C'est pour ça que je m'évertue à faire cette vidéo aujourd'hui. Je fais vraiment ça par devoir, moi je prétends pas du tout détenir la vérité, je suis juste quelqu'un de curieux, j'ai aucun pédigré particulier, j'ai aucune carrière spéciale dans une quelconque... je suis pas historien, je suis pas géopolitologue, je suis pas analyste, je sais pas quoi, je suis juste quelqu'un qui aime lire, mais... Cet amour de la lecture et cet amour de l'histoire m'ont porté à considérer des milliers et des milliers et des milliers de livres et à découvrir des informations que visiblement la plupart des grands spécialistes, en tout cas qui ont un regard d'analyse précis et bien plus puissant que je pourrais avoir sur plein d'éléments, mais là tout de suite il y a quelques éléments dont je suis seul à avoir, j'ai l'impression, la clé, donc je vais vous expliquer. L'une de ces clés
Vous voyez, c'est pas moi, hein, c'est aujourd'hui même ça. J'enregistre cette vidéo le 26 mars, c'était hier ça. Le 25 mars 2025. Oui, ça fait des semaines que je prépare cette vidéo. Et l'actualité me donne raison avec carrément le nom même de l'origine de l'horreur qui se produit aujourd'hui. Churchill. Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique, succédant à Boris Johnson, dans une posture churchillienne. Marginalisé depuis le Brexit, Londres apparaît désormais un leader de la coalition, tout ça. On nous présente ça comme si c'était quelque chose d'ultra ponctuel, alors qu'il y a 80 ans de manœuvre. Guerre en Ukraine. Keir Starmer annonce des plans de sécurisation de l'Ukraine sur terre, en mer et dans le ciel. 15 mars 2025. Le journal Le Soir, ça je cite des journaux, toute la presse y va, hein, comme un leader de la défense européenne. Premier ministre britannique en avant, libération, guerre en Ukraine, la coalition des volontaires dont on nous parle. Et on nous présente ici en France, je vois même des journaux de réinformation dont j'ai grand respect, des chaînes YouTube qui me semblent par ailleurs creuser des événements avec talent. Présenter Macron comme quelqu'un leader de ça. C'est un contresens profond. Macron il obéit aux ordres, je vais vous le montrer, et c'est les Britanniques, le Royaume-Uni qui est à la manœuvre derrière ça, et ce qu'on appelle, et ce que je vais appeler, et ce qui c'est pas moi hein, qui ai créé ce nom, et je vais vous expliquer l'origine de ce nom, et les corporatocrates. Ce sont eux qui sont à la manœuvre, principalement britanniques, c'est-à-dire en fait, pour employer les bons mots, du Royaume-Uni, et aussi de l'Allemagne. C'est eux qui sont à la manœuvre. Macron n'est qu'un exécutant aux ordres, et il s'agit vraiment de le marteler, il s'agit vraiment de le dire et de le comprendre. Macron n'est qu'un exécutant aux ordres. La France n'est en rien à la manœuvre. La France, elle est soumise, elle est un moyen, et elle est également une cible. Et c'est ce que je vais vous montrer. En fait, il y a 7 forces qui comptent dans le monde, que ce soit en 1945 ou aujourd'hui. Ces 7 forces, je vous ai mis une petite carte pour revenir aux fondamentaux. Il n'y en a qu'une qui a changé. En 1945, c'est la puissance asiatique, la seule asiatique. En 1945, c'était encore le Japon, qui était déclinant et qui allait prendre 2 armes atomiques pour le calmer. Et c'est désormais la Chine. Ça, c'est la puissance asiatique. Il y en a ensuite 6 autres puissances qui comptent dans le monde. Il y a les États-Unis, et d'ailleurs, les États-Unis sont aujourd'hui dans la même situation qu'en 1945. Vis-à-vis de la puissance du Royaume-Uni, qui, à la même époque, avait les mêmes objectifs et les mêmes enjeux et la même frustration vis-à-vis de la puissance américaine, qui ne répondait plus à leurs objectifs et à leurs enjeux du moment. La puissance américaine, elle est tiraillée entre l'influence de corporatocrates alliés, amis de ceux du Royaume-Uni, et d'autres dirigeants et corporatocrates qui ne sont pas du tout dans les vues du Royaume-Uni. Et c'est ceux-ci qui, avec Donald Trump, ont pris le pouvoir temporairement, et qui du coup se préoccupent beaucoup plus de l'Asie, ce qui est la logique profonde des États-Unis, qui se sont développés d'est en ouest, qui ont continué ce développement à travers le Pacifique. Hein. Je vous rappelle le nom de la petite île de Midway, qui est en plein milieu de l'océan Pacifique et qui veut dire mi-chemin. Si on est à mi-chemin, c'est qu'on va bien quelque part. Là où on va, c'est en Asie. La puissance américaine se préoccupe de l'Asie prioritairement, elle s'occupe des affaires intérieures du Japon, de la Corée, de la Chine aujourd'hui, de Taïwan, c'est la guerre au Vietnam, elle est tournée d'est en ouest. Il y a d'ailleurs presque une espèce de logique, vous savez, on en revient à des fondamentaux simples. Il est beaucoup plus facile pour un être humain de faire aujourd'hui en avion le décalage Europe-Amérique. On arrive, le décalage est assez naturel, on est calé là-bas dans un sens logique. Alors que si vous revenez des États-Unis vers l'Europe, le décalage est antinaturel. Vous voyez, d'un seul coup, vous êtes, au lieu d'être en plein après-midi, on est en pleine nuit, on subit un décalage qui est dur, qui est beaucoup plus profond. Et ça donne l'axe logique de déploiement de l'être humain. Les États-Unis vont vers l'ouest, vraiment. C'est toute la conquête sur les terres indiennes qu'ils ont massacrées, éradiquées et qui n'ont pas fini. Je vous renvoie à ma vidéo sur la résistance indienne aux États-Unis, notamment avec le très beau livre d'Elise Marienstrass. Aujourd'hui,
cette puissance américaine, tout comme en 1945, avec l'influence en particulier d'un homme qui est Dwight Eisenhower, pas que lui, mais lui a joué un rôle majeur là-dedans, a refusé mordicus la volonté des corporatocrates et des dirigeants du Royaume-Uni et de l'Allemagne, qui était évidemment, d'attaquer la Russie. Et je vais revenir en détail sur cette affaire pour vous le démontrer. Aujourd'hui, Donald Trump refuse mordicus, lui aussi, d'aller dans l'intérêt du Royaume-Uni. L'autre puissance du monde, c'était l'URSS à l'époque, c'est la Russie aujourd'hui, et c'est toujours le même bloc continental que le Royaume-Uni convoite. Et évidemment, le Royaume-Uni reste une puissance majeure. Il y a évidemment l'Allemagne, qui est une puissance qui n'est pas vaincue. Le Royaume-Uni a pris une décision, en 1936 principalement. Une décision, je vais y revenir, d'infléchir temporairement. Et ce mot temporaire était conçu pour quelques années. Ce mot temporaire a pris 85 ans pour les leaders du Royaume-Uni, pour plein de circonstances. Voilà pourquoi ils sont si féroces dans leur volonté d'agripper toute occasion d'en finir avec la Russie. Parce que ça fait 85 ans qu'ils considèrent que normalement ça devait être le moment. Dans l'année, les 2 ans, les 5 ans qui viennent. L'Allemagne, avec son régime nazi, a profondément heurté la sensibilité du Royaume-Uni, des élites au Royaume-Uni, des corporatocrates là-bas, des élites industrielles et de la famille royale du Royaume-Uni. Et du coup, ils ont décidé, par l'intermédiaire de Churchill, qui est un pivot de cette décision, de temporairement mettre au second plan leur ennemi logique et naturel qu'est la Russie, pour d'abord diminuer l'importance, l'influence de l'Allemagne et mettre fin à ce régime nazi qui est un régime épouvantable que personne ne pouvait voir, même parmi les grands amis au Royaume-Uni. Et pourtant, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, un grand parti pro-allemand et pro-nazi a perduré au Royaume-Uni. C'est une chose qui est passée à un fil. Et l'un des responsables, c'est Ribbentrop, durant l'année 1936, qui a froissé toute la haute société du Royaume-Uni. Il s'est mis à dos tout le monde là-bas. C'est une chose sur laquelle j'espère revenir en vidéo un jour. Je vous montrerai tout le voyage qu'a fait Ribbentrop au Royaume-Uni et pourquoi vraiment tout le monde s'est dit là-bas, enfin tout le monde non, puisqu'un parti pro-allemand a perduré, mais pourquoi la bascule en faveur du parti temporairement. On se charge de remettre l'Allemagne à sa place, puis ensuite, avec l'Allemagne, bien sûr non vaincue, le but étant simplement de la remettre à sa place et de ne pas l'anéantir. On va aller se faire l'ennemi logique qu'on préparait tout le long des années 30, qu'est la Russie. Évidemment, la puissance qui compte encore, qui comptait à l'époque et qui compte encore, bien qu'elle soit à l'époque soumise et aujourd'hui soumise encore, c'est la France. La France qui fait peur, la France qui est un pilier du monde majeur, mais soumis à l'époque et soumis aujourd'hui dans les deux époques aux intérêts du Royaume-Uni. La France est soumise de façon générale avec des petits balancements, des petites sinusoïdes au Royaume-Uni depuis 1815 en fait. Depuis 1815, depuis le moment où le Royaume-Uni a cessé d'être allié de la Russie. Ça correspond exactement au même moment. Et enfin, il y a une 7e puissance que j'appelle donc la corporatocratie, qui est une sorte de pieuvre. L'image de la pieuvre va bien parce que c'est une puissance qui a de nombreuses têtes et de nombreuses tentacules. C'est une puissance qui se ramifie. C'est une puissance qui n'est pas unie, qui se fait la guerre, qui a des têtes de tous les côtés de l'Atlantique et qui ont donc du coup ces têtes, ces centres, qui sont tour à tour rivaux, alliés, amis, ou qui peuvent se faire la guerre, selon les différents enjeux que ces puissances rencontrent. C'est, si vous voulez, l'émanation de l'entité privée. Il y a une origine, évidemment, protestante, anglaise, des guerres de religion qui viennent de ça. Au fond des âges, on pourrait remonter, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. En tout cas, ce qui est le but de comprendre, c'est qu'elle n'a pas une unité totale sur tous les enjeux, mais bien évidemment, elle va s'accorder, cette puissance. On va pouvoir parler d'une puissance lorsqu'il va s'agir, par exemple, de maintenir sa domination sur les populations. Ça, c'est une chose qui ne fait pas question. C'est exactement comme des guerres entre mafieux. Vous savez, c'était Noam Chomsky qui disait que la Seconde Guerre mondiale, du point de vue d'un pays africain, d'une population africaine lambda, apparaît comme un règlement de compte entre mafieux. Mais c'est exactement ça.
Ces corporatocraties, elles peuvent se massacrer pour le territoire de l'une ou de l'autre, pour des enjeux de rivalité de puissance, mais elles sont amies, en entente et même en devoir, en sainte alliance, en ce qui concerne le maintien en place de leur domination, comme deux mafieux s'entendraient évidemment jusqu'au bout, jusqu'à la mort, seraient les meilleurs amis du monde, en ce qui concerne le maintien du système du racket. Par contre, ils peuvent se massacrer pour savoir quel territoire on va racketter. Quel territoire est sous influence de qui, quelle population est sous influence de qui. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. 1945-2025, pourquoi il y a une bascule en 44 en particulier, et qui va du coup aller de 44 à 49, où le Royaume-Uni va tout le temps, durant cette période, espérer que ça y est, la reprise de la guerre contre la Russie a lieu, et puis en 49, évidemment, en septembre, la première explosion nucléaire russe qui va geler les espoirs du Royaume-Uni et qui va les déporter 80 ans jusqu'aujourd'hui où visiblement ils ont décidé de faire fi de cette menace au péril de la destruction de toute l'humanité, de la planète. Enfin, c'est effroyable. Hein. Ce dont la corporatocratie, je ne l'ai pas inventé, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la branche américaine de cette corporatocratie, branche américaine après la Seconde Guerre mondiale, et qui s'appelle John Perkins, et qui est lui-même l'employé de ça, tel un economic hitman, c'est le nom même de sa profession, qu'on lui a expliqué une fois qu'il était dans les cénacles. Donc c'est en 1968 qu'il est recruté par l'Empire, et donc par cette branche impériale corporatocrate américaine, et il va publier, donc il va tout raconter dans ce livre qu'il publie en 2004. Il le rédige dans le plus grand secret au péril de sa vie, rongé par les remords des dégâts monstrueux dont il se sait responsable, et l'envie qu'il a de révéler les méthodes impériales de cette corporatocratie pour laquelle il a servi. Une fois le livre publié, son assassinat par l'Empire constituerait un aveu, et donc il se sait désormais en sécurité. Il va publier un deuxième volet où il va aller encore plus loin, sans se retenir comme il avait pu le faire dans le premier, sur les agissements de la fondation de cet empire global. Comme leurs homologues de la mafia, les assassins financiers accordent des faveurs, lesquelles des prêts pour développer les infrastructures, centrales électriques, autoroutes, ports, aéroports ou zones industrielles. J'étais revenu dans d'autres vidéos sur la France en guerre, sur le rôle qu'avait tenu comme assassin économique évident Jean Monnet, avant et durant et après la Seconde Guerre mondiale en France. John Perkins, lui, a œuvré pour cet empire après la Seconde Guerre mondiale pour des puissances telles que l'Indonésie, telles que l'Arabie Saoudite, telles que des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Il est allé en Égypte, etc. Je vous laisserai découvrir tout ceci dans ces livres que je vous recommande absolument de lire. Le pays récipiendaire de cette astuce, donc là je vous explique, doit tout rembourser, capital et intérêt. Si l'assassin financier a bien travaillé, les prêts sont si élevés que le débiteur faillit à ses engagements au bout de quelques années. Je vous remets ces citations parce qu'elles me permettent de vous rappeler que l'une des méthodes clés de cette corporatocratie et donc de ces branches impériales sont la contraction de dettes irremboursables. Les dettes, c'est magnifique. Ça permet de justifier l'appauvrissement des populations, ça permet de justifier le contrôle des élites économiques et donc politiques des pays. Donc l'Empire pratique ça avec envie, alors qu'il s'agit en réalité de truchement. C'est quelque chose de factice, les dettes, pardon. Et ça, c'est très important à comprendre. Aujourd'hui, on nous justifie l'appauvrissement de la France parce que nous serions trop endettés. Mais c'est une situation factice, créée artificiellement, parce que le but est la pauvreté. Je vais y revenir. Alors, tout comme la mafia, nous réclamons notre dû, soit l'une ou l'autre des formes suivantes: le contrôle des votes aux Nations Unies, l'installation de bases militaires ou l'accès à de précieuses ressources comme le pétrole ou le canal de Panama. Évidemment, le débiteur nous doit encore l'argent, et voilà donc un autre pays qui s'ajoute à notre empire global. Voilà ce que nous rappelle John Perkins, voilà ce que j'ai envie de vous réexpliquer. Tenir les élites dirigeantes des pays, appauvrir leur population, est l'un des grands objectifs des corporatocrates et de l'empire du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Je vais vous rappeler ici maintenant un résumé que j'avais fait des liens entre les corporatocraties allemandes et américaines avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, pour bien vous montrer que leurs intérêts sont réellement au-dessus des États. Les corporatocrates, ce sont des structures et des entités qui se développent par-dessus les États et qui se fient des intérêts étatiques et donc des populations qui sont membres de ces États. Et c'est pas moi qui en ai tissé évidemment la réalité, j'en ai beaucoup d'autres exemples. Dans un livre, alors là j'avais cité dans la conclusion d'une conférence que j'ai donnée pour le Cercle Aristote, dont je vais vous rappeler quelques éléments clés pour que vous ayez bien à l'esprit que cette corporatocratie existe et qu'est-ce qu'elle fait réellement. Dans un livre publié par Ivan Maïski,
Ivan Maïski, c'était l'ambassadeur de l'URSS en Grande-Bretagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Durant toutes les années 30, où le Royaume-Uni préparait une guerre logique avec la Russie. Et finalement, il y a cette inflexion temporaire dans l'esprit des leaders du Royaume-Uni. Finalement, on va prioriser, remettre l'Allemagne à sa place, puis on ira se battre avec la Russie. Ce que je répète donc, et qui va avoir finalement un report qui était conçu pour un report très très temporaire et qui a pris 80 ans. Dans un livre donc qui est des Hitler, cet Ivan Maïski nous dit ceci. Il nous rapporte les propos que lui a livrés Churchill lors d'une soirée au printemps 1935. Qu'est-ce que l'Allemagne hitlérienne s'exclamait Churchill. C'est une force dangereuse et terrible. L'Allemagne hitlérienne est une machine de guerre immense, organisée selon des données scientifiques et dirigée par une demi-douzaine de gangsters américains. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Churchill qui l'admet à Ivan Maïski, ambassadeur du RSS à Londres. On peut s'attendre à tout de la part de ces gens. Personne ne sait exactement ce qu'ils veulent faire, ni de ce qu'ils feront demain. Quelle est leur politique extérieure, on l'ignore. Je ne serais nullement étonné si Hitler dirige son premier coup non pas contre l'Union soviétique, car c'est assez dangereux pour lui, mais contre tout autre pays. Les corporatocrates ayant influence majeure aux États-Unis à l'époque contrôlent et dirigent l'Allemagne. Les branches économiques et la corporatocratie allemande. C'est ce que nous révèle Churchill dans les méandres de ces entités par-delà les États, qui font des guerres se fiant des intérêts des populations. Anthony Sutton, dans son livre Wall Street et l'ascension de Hitler, nous donne la même analyse, en allant au cœur de ces corporatocrates-là, l'un d'entre eux, Henry Ford, qui témoignait lui-même dans le New York Times du 4 juillet 1938, page 2, colonne 2, je peux difficilement être plus précis. Quelqu'un a dit autrefois que 60 familles dirigeaient le destin de la nation. On pourrait très bien dire que si quelqu'un faisait la lumière sur les 25 personnes qui s'occupent des finances de la nation, les véritables faiseurs de guerre du monde seraient manifestement mis en évidence. Si ces financiers étaient parvenus à leur fin, nous serions maintenant en guerre. 1938. Déclaration d'Henry Ford. Ils veulent la guerre parce que dans ces conflits, ils gagnent de l'argent sur la misère humaine qu'apportent les guerres. Comme si Henry Ford était exclu. Il s'exclut lui-même dans ses déclarations de son rôle. Et bien évidemment, Henry Ford est l'un des premiers corporatocrates à avoir intérêt à la guerre. Et bien sûr, toute l'histoire le montre par la suite. Cette citation d'Henry Ford, plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, ni les Alliés ni l'Axe ne devraient gagner la guerre. Les USA devraient fournir aux deux camps les moyens de continuer à se battre jusqu'à ce que tous deux s'effondrent. Deux ennemis, deux moyens de rapporter de l'argent, deux intérêts de la corporatocratie américaine. Le journal Libération qui le dit, c'est pas moi. Ford, fournisseur du Troisième Reich. Le groupe américain employé prisonniers et déportés en produisant pour la Wehrmacht. Le futur président Harry Truman, en 1941. Si l'Allemagne gagne, nous devons aider la Russie. Et si la Russie gagne, nous devons aider l'Allemagne, afin qu'il en meure le maximum de chaque côté. Ça, c'est pour bien vous montrer que dans l'esprit des corporatocrates américains et du Royaume-Uni, les ennemis allemands et russes, à ce moment-là, sont les mêmes. On a priorisé l'Allemagne sur la Russie, qu'on réglera ensuite, mais l'idée c'est qu'ils s'ils pouvaient s'affaiblir l'un l'autre le maximum, ça nous arrange. Donc, je reviens sur ma conclusion de cette conférence que j'avais donnée pour le Cercle Aristote à travers d'autres livres, pour vous montrer vraiment que c'est quelque chose de très très partagé, que c'est pas moi, et qu'il y a de très nombreux historiens, économistes, analystes, journalistes qui partagent ça, y compris dans des médias tout à fait classiques comme Libération, etc. Des années 1920 au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est Gérard Chauvy, dans un livre Hitler, le pouvoir et l'argent. Les investissements américains dans les entreprises allemandes ont été très importants. Lorsque la guerre éclate, les estimations fournies tournaient autour d'un montant de 450 millions de dollars. Jacques Pauwels, historien, qui est hollandais je crois, qui parle français, et anglais, qui nous écrit ceci dans son livre Big Business avec Hitler. Il a écrit d'autres livres, notamment Le mythe de la bonne guerre, Jacques Pauwels. En décembre 1941, le nombre de filiales, grandes et petites, d'entreprises états-uniennes en Allemagne s'élevait à 553. Ces filiales ont bien évidemment continué à faire des profits et de la collaboration durant les pires moments où l'Allemagne et les États-Unis pouvaient se battre en 1944, en 1945. Ça ne les a pas gênés. Ici, je vous montre la BRI. Parce que pendant la guerre, cette banque qui est à la frontière en Suisse, qui est à la frontière entre la France et l'Allemagne au niveau de la Suisse,
qui fonctionne donc comme une sorte de club privé, où des industriels américains et allemands, leurs éminents avocats et leurs banquiers favoris, pouvaient se rencontrer en toute convivialité et à leur profit mutuel. Je pense aux frères Dulles qui seront les porte-parole de la diplomatie américaine au début des années 50 et 60, et à qui De Gaulle aura encore affaire au moment de sa présidence. Malgré le fait que leur patrie se faisait la guerre. Cette banque est administrée par un grand directeur général américain et son responsable immédiat en numéro 1, un Allemand, durant toute la guerre. J'ai ici l'exemple d'Almar Schacht, dont le nom est atrocement imprononçable, banquier d'Adolf Hitler. Quelqu'un qui a été ministre de l'économie du Troisième Reich, qui a été banquier, qui a plusieurs portefeuilles avant et pendant la guerre. Mais il vient d'une famille originaire de New York, qui travaille pour la grande maison financière Equitable Trust, qui est la banque Morgan, un autre corporatocrate américain. Toute sa vie, Altmark a maintenu des relations avec Wall Street. Même quand il était ministre d'Hitler, durant la guerre, ça ne gêne pas. Je rappelle la fondation du Trust d'I.G. Farben, qui est soutenue depuis sa création et tout au long de son existence, y compris au pire moment, je répète, par l'empire des Rockefeller, la Standard Oil, qui fournit matières premières, etc., pour fabriquer du carburant synthétique et du caoutchouc nécessaires à l'industrie de guerre allemande. Et notamment le fils des Rockefeller, Edsel. Non, c'est Edsel, c'est Ford, pardon. Et c'est Edsel Ford, c'est le fils d'Henry Ford. Tout ceci a été donné par des historiens, Hitler financé par les firmes US. C'est l'Historia, j'ai plus le numéro tout de suite, mais je l'avais cité dans ma conférence. C'est retrouvable, puis je le possède, l'Historia, donc il n'y a pas de doute. Au total, durant le conflit, près de 8 milliards de dollars seront investis en Allemagne nazie par les firmes américaines. Là, c'est bien pour bien vous montrer que ça se fie des intérêts des États, ils peuvent se faire la guerre, les corporatocrates, ils sont au-dessus. Là, une planche des sources totales qui m'avait servi pour ça, pour bien vous montrer que c'est au-delà de moi, et que de très nombreux historiens et journalistes reviennent sur ça. Alors maintenant, pourquoi? Là, vous voyez, c'est la citation de Noam Chomsky dont j'avais oublié que je vous l'avais mise par après. Du point de vue d'un habitant du tiers-monde, la Seconde Guerre mondiale apparaît comme un règlement de compte sanglant entre bandits. Le problème, c'est que pour certains bandits, le règlement de compte s'est achevé s'est arrêté avant son achèvement logique, et que la pause dure depuis 80 ans, et que ça c'est insupportable. 19 janvier 2025, rappelez-vous, Londres promet à Kiev 100 ans de partenariat sécuritaire. Ça fait 85 ans qu'on pensait régler le compte de la Russie dans l'année ou les 5 ans qui viennent. Croyez bien qu'une occasion se présente, on va très clairement montrer qu'on est là et qu'on est là pour un moment. C'est pour ça que aujourd'hui, regardez, ça c'était hier, le 25 mars 2025, Keir Starmer dans une posture churchillienne. Vous voyez, le mot revient. Quand vous voyez écrit le mot Churchill, vous pouvez prier. Petite incidente rapide après l'enregistrement, pour vous dire qu'à partir de maintenant, j'ai rajouté par-dessus l'audio que j'ai déjà enregistré, beaucoup de planches que je ne vais pas forcément commenter, mais qui vont venir appuyer le propos que je vais tenir, et ce pendant peut-être là 40-45 minutes de vidéo. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des choses apparaître à l'écran ou du texte, etc., que je ne lis pas. Donc ça vaut le coup de regarder la vidéo tout en l'écoutant, parce qu'il y a pas mal d'informations supplémentaires. Je reprends. Churchill, on nous l'a présenté, vous êtes Churchill qui disait « L'histoire me sera favorable, j'ai l'intention de l'écrire ». On a une image sympathique de Churchill, vous voyez, c'est le lion britannique contre les fous furieux des nazis qui ont résisté. On nous parle de la petite Grande-Bretagne qui a résisté à un moment, au moment où la France est tombée seule face à la puissance incroyable du Troisième Reich. Et Churchill qui promet à son peuple, il faut quand même revenir aux mots et à leur sens clair, vous voyez, de la sueur, du sang et des larmes. Churchill, c'est le cœur du pivot de la décision dont je vous ai parlé. Infléchir temporairement notre pire ennemi n'est plus la Russie mais l'Allemagne, jusqu'au moment où l'Allemagne ramenée à des proportions logiques et sans régime nazi, on peut se retourner vers les Russes. Ce retournement, 85 ans qu'on l'attend. Churchill, c'est le pivot de ça. Churchill, je ferai une vidéo pour vous montrer les effroyables, les monstruosités de ce personnage, qui est responsable de millions de morts en Inde, dont personne ne parle jamais. Vous savez, il y a une indienne, je ne vous l'ai pas mis le livre ici, qui s'appelle Madhushri Mukherjee, qui a écrit un livre sur ça, Le crime du Bengale, la part d'ombre de Winston Churchill, qui a condamné à la famine et des conditions effroyables la disparition de millions d'Indiens et d'habitants d'aujourd'hui du Bangladesh. Personne n'en parle jamais. Personne ne parle de ce bilan de Churchill monstrueux. Churchill qui était connu et réputé pour être d'un racisme effroyable. Vous voyez, on n'est pas là dans
dans la propagande très actuelle, on voudrait faire croire au Pékin français moyen que c'est un raciste dès qu'il émet peut-être l'hypothèse qu'une majorité d'Africains serait peut-être mieux dans leur pays. Ceci nous est présenté comme le pire des racismes de l'univers. Alors même que des gens d'un racisme forcené tel que Churchill, personne ne le leur rappelle. Churchill qui a avalisé les effroyables bombardements visant spécifiquement les populations civiles de l'Allemagne. Vous savez, les pauvres Allemands, à l'époque, une partie d'entre eux, ils ont eu le destin le plus tragique de voir un régime épouvantable arriver à la tête de leur pays, les amener et les entraîner dans une guerre effroyable pour ensuite être les victimes de bombardements apocalyptiques de la part du Royaume-Uni. Franchement, c'est un destin donc, immonde. Et on nous dit aujourd'hui encore cette légende comme quoi le régime nazi aurait été élu. Je rappelle évidemment que c'est faux, j'ai consacré plusieurs vidéos au-dessous de l'arrivée au pouvoir du régime nazi. Bien évidemment, il est soutenu par les corporatocrates et les journalistes à l'époque, et bien évidemment, il n'a aucune base populaire majoritaire. Il a une base populaire parce qu'il a fait une telle propagande qu'il a convaincu peut-être un quart, vraiment un cinquième de gens très très engagés, un petit quart, bon, des gens pourquoi pas, parce que la propagande a lieu. Et au final, dans les élections, ils ont du mal à faire chez les votants plus de 40%. Chez les votants, sachant qu'il y a plein d'abstentions, etc. Donc c'est une folie que de nous penser l'idée du régime nazi majoritaire. La population allemande, dans sa grande majorité, elle a été victime d'un effroyable destin. Bref, l'un des autres crimes de Churchill va justement avoir lieu, et c'est un crime avorté, Dieu merci, entre 44 et 49, où c'est lui qui va se faire le représentant de ceux qui voulaient la guerre avec la Russie, et qui une fois l'Allemagne, non pas vaincu, mais presque vaincu, parce qu'ils vont commencer dès 1944, et notamment l'attentat contre Hitler très célèbre, avec, vous savez, il y a un film qui a été fait là-dessus, avec Tom Cruise, voilà, ça me revient, qui raconte l'histoire de cet attentat. Bien évidemment qu'on vous passera l'idée que cet attentat, il est motivé par les forces qui, en Allemagne et au Royaume-Uni, voulaient s'entendre, bien évidemment sans le régime nazi, faire la paix à l'ouest avec l'Allemagne pour pouvoir utiliser l'Allemagne comme un bélier et un pivot pour attaquer la Russie. Parce qu'il y a une chose que j'oublie de préciser depuis tout à l'heure, c'est que le Royaume-Uni, je vois beaucoup de gens rire. Ils ont 40 tanks, c'est ridicule, ils ont une armée toute petite, même s'ils se réarment un peu, mais le Royaume-Uni ne fait pas la guerre elle-même. Hein. Le Royaume-Uni, l'Empire du Royaume-Uni ne fait pas la guerre lui-même. Il y a guerre contre Napoléon, encore, à Waterloo, il y a peut-être 10% d'Anglais, hein, et 20% de Grande-Bretagne, parce qu'il y a des Écossais, etc. Les noms ont une définition claire, et de l'Empire du Royaume-Uni, peut-être 25%. Mais même pas, hein. Il y a énormément de Prussiens, bien sûr, qui vont retourner la bataille, vous savez, on pourra en parler très longuement, je pourrais faire un jour une vidéo sur la bataille de Waterloo, qui est très riche, et même de révélations beaucoup plus importantes que ce qu'on pourrait croire. En particulier sur l'exploitation, là aussi cynique de la guerre. J'y reviendrai, c'est des choses, vous voyez à l'époque, les champs de bataille monstrueux, les carnages épouvantables de l'épopée napoléonienne, eh bien, c'est une chose qui vous surprendra, mais c'est une matière première ensuite, les ossements. Que sont devenus les charniers épouvantables? Il y a des gens, des industriels, qui là aussi, au-dessus des États, avaient des intérêts à ce que des gens se massacrent jusqu'au bout, parce qu'ils récupéraient, je vous jure que c'est vrai, les ossements des champs de bataille ensuite pour en faire pour l'industrie, des matières premières. C'est des industries qui sont développées, etc. Il y a des historiens aujourd'hui qui s'étonnent. On ne comprend pas, on ne retrouve plus les charniers. Waterloo, on a du mal, on retrouve très peu d'ossements, alors que pourtant, on nous parle de... Oui, parce que des gens sont passés les chercher derrière. Bref, je pourrais faire Waterloo, toute la bataille, les enjeux industriels derrière. Il y aurait beaucoup de choses qui vous surprendraient. Mais en attendant, Waterloo, les Anglais ont dû se déplacer un petit peu même. Ils ont utilisé, donc je vous ai dit bien sûr les Prussiens qui ont renversé la bataille en arrivant à la fin, mais au sein même de l'armée dite du Royaume-Uni, en fait, il y a des Belges, il y a des Hollandais, il y a le duché de Nassau à l'époque, le prince de Orange avec les troupes de Orange qui combattent, vous avez des troupes de Hanovre, qui n'est pourtant pas au Royaume-Uni, vous avez les troupes de Brunswick, bref, je reviens pas, c'est pas le sujet. Pour vous dire que les Anglais se déplacent pas, hein, le Royaume-Uni il fait la guerre avec les autres. Donc là ils ont utilisé, ça fait un moment, vous voyez, ils ont la papate sur Zelensky, ils ont décidé d'utiliser les Ukrainiens. Au passage, l'Ukraine fait partie du morceau que
convoitent les corporatocrates et le Royaume-Uni. L'Ukraine n'est pas à voir comme un allié de l'autre côté. L'Ukraine est une victime là-dedans. Hein. Le peuple ukrainien est massacré pour le compte d'autres. Et on voit les partages, je vous ai pas mis d'article là-dessus, mais on aurait pu le faire, les partages de terres ukrainiennes avec les corporatocrates américains hein, qui se partagent là les terres ukrainiennes. Donc il y a des conglomérats comme ça qui se servent d'une guerre fratricide en fait, presque d'une guerre civile pourrait-on dire, d'ex-URSS et de Russie en fait. Vous savez que Kiev c'était l'origine du berceau russe. En Allemagne, l'industrie de l'armement a le vent en poupe. Oui, on se réarme. L'industrie de l'armement en Allemagne produire des canons plutôt que des voitures. Là aussi, le Royaume-Uni va utiliser l'Allemagne, qui a intérêt par ailleurs. L'Allemagne pourrait porter son effort de défense à 3%, etc. Donc je vais vous lire quelques extraits. Alors je m'excuse, je ne les ai pas recopiés, là j'ai vraiment fait ce que j'ai pu pour préparer cette vidéo. Déjà ça fait plusieurs semaines, j'ai relativement peu le temps. Je dirai quelques mots sur moi, etc. en fin de vidéo. Je ne vais pas embêter pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me connaissent un peu, je vous donnerai des nouvelles. Ça fait plusieurs mois que j'ai malheureusement rien pu produire. Et tout de suite, je vais donc vous citer des extraits en les lisant moi, sans les apparaître à l'écran, de ce livre que je vous ai mis, de quelqu'un dont personne ne parle jamais, sur lequel les informations les plus difficiles, les plus rares existent. Quelqu'un qui a eu même plusieurs pseudonymes d'écriture. C'est un grec né en Turquie, qui a vécu en Belgique, hein, c'est quand même quelque chose qui ne s'invente pas, et qui a passé, après être allé en camp de concentration, qui a été libéré dans des conditions particulières sur lesquelles je vais pas revenir pour pas alourdir cette vidéo, qui a ensuite vécu au Portugal durant la Deuxième Guerre mondiale, qui a écrit beaucoup de papiers, et qui s'est intéressé aux profondeurs de cette Seconde Guerre mondiale, et qui a écrit un livre, vous savez, Le secret de Churchill. Un livre magistral et indispensable, dont je vais vous citer de nombreux extraits. Et en particulier, dès la page 9, au tout début, le cœur du propos. Cette Seconde Guerre mondiale devait être une véritable croisade de la civilisation occidentale contre la Russie rouge, conduite par Hitler avec l'appui ou la participation directe ou indirecte des Occidentaux. Toute la politique européenne des années 30 convergeait vers cet objectif. Les raisons pour lesquelles ce basculement ne s'est pas fait sont nombreuses, c'est pas le but de cette vidéo. L'une d'entre elles est que la puissance américaine n'avait pas encore réglé son compte au Japon quand l'Allemagne a perdu, donc déjà tardivement en 1945. Le fait que l'attentat contre Hitler ait échoué en 1944 a également été un grand élément en faveur de cette réalité. Une fois que si cet attentat avait réussi et qu'un autre nazi n'eût pas repris le compte, qu'en tout cas les nazis se soient effondrés à la suite de cet attentat, ce qui était le but, il y avait des pourparlers pour qu'une reddition des troupes allemandes à l'ouest se fasse, qu'une paix séparée se fasse entre l'Allemagne et les Alliés en défaveur de la Russie. L'acharnement d'Hitler à maintenir son pouvoir jusqu'au dernier jour, à vouloir détruire le tissu structurel de l'Allemagne. Vous savez qu'Hitler a donné des ordres pour selon lui, le peuple allemand qui était faible de sa défaite ne devait pas survivre à la guerre et l'un de ses derniers objectifs, Hitler, il le dira, est d'entraîner le peuple allemand dans sa fin et de lui enlever tous les moyens, de lui ôter tous les moyens de sa subsistance. C'est quand même un monstre des plus profonds, Hitler, hein, c'est effroyable. Donc il ordonnait la destruction des ponts, des aqueducs, des réseaux d'acheminement d'eau divers et variés, des réseaux d'acheminement électrique. Il voulait que le peuple allemand soit condamné à la mort de faim, de soif, de froid, de maladie, dans les plus brefs délais avec le régime nazi. Et d'ailleurs Hitler l'avait écrit il y a longtemps ça. Il l'avait écrit dans les années 40, on a des propos là-dessus, où il avait dit il s'avère que plus tard mon régime triomphe, que nous gagnons sur la Russie, que les terres vitales sur l'Ukraine et la Russie soient prises, et que l'Allemagne arrive à créer son espace vital, donc en Europe, ami avec le Royaume-Uni, puisqu'Hitler a toujours voulu être ami avec le Royaume-Uni. Il a multiplié les manœuvres pour le faire, et les non-manœuvres. Il a par exemple refusé la création d'une armée de prisonniers d'Inde, incorporé dans les troupes britanniques que lui-même avait fait prisonnier. Et il y a des gens qui l'ont approché, qui pouvaient lever des dizaines de milliers d'Indiens pour se battre contre le Royaume-Uni dans une armée de libération du sous-continent indien et de la nation indienne. Hitler a refusé ça. L'un des éléments parmi beaucoup d'autres, je pourrais vous en citer plein.
Hitler voulait absolument tarciser, il voulait une Europe autarcique qui fonctionne force continentale avec en ami le Royaume-Uni, force qui domine le monde et les océans. Donc Hitler, le fait qu'il ait tenu jusqu'au bout en 1945, jusqu'au dernier jour, est un des éléments qui a rendu impossible les coopérations. L'armée allemande a essayé, vous savez. On a des pilotes allemands qui se sont dit on va tenter le coup, on va voler en formation à côté de pilotes américains, à côté de pilotes du Royaume-Uni et leur dire allez les gars, on attaque ensemble les avions russes. C'est quand même la logique profonde des choses. Des commandants d'armée allemandes qui ont essayé de faire en sorte que les prisonniers soient libérés pour être réincorporés, que des armées communes puissent se faire. Tout ceci échoue parce qu'Hitler tient, en partie, la chose pour d'autres raisons. Et une fois l'Allemagne vaincue, Churchill se dit, bon, ben jusqu'à maintenant on échouait à retourner l'Allemagne avant que ce soit le chaos, la destruction complète en Allemagne. Bon, jusque-là c'est raté. On va maintenant infléchir avec les Allemands et les Américains, et vite, 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 on attaque les Russes. C'est là qu'il y a un os, je vous l'ai dit, Eisenhower qui veut absolument pas de ça, et la haute politique américaine non plus, parce qu'elle se dit encore le Japon à régler, et une fois que le Japon est réglé, pour d'autres raisons, ils veulent entamer un retrait des troupes. Et Churchill va tout faire pour s'y opposer. Un retrait des troupes américaines en Europe, c'est tragique pour eux. On n'a pas les États-Unis avec nous comme pilier. Encore une fois, le Royaume-Uni se bat avec le sang des autres. Donc ils voulaient utiliser l'armée américaine pour leur objectif d'attaquer la Russie. Bien sûr, à défaut de l'allemande, puisqu'elle était moribonde et épuisée par le temps de guerre. Et donc Churchill va échouer jusqu'en 1949, et c'est sur ça que je vais revenir avec des lectures précises. Il le dira, Churchill, comme quand en juillet 1945, le retrait des troupes américaines aura bien lieu, il parlera lui-même d'un événement fatal pour l'humanité. Il le vivra comme quelque chose un désespoir immense pour lui. Alors, quelques lectures du livre, donc, Le secret de Churchill, vers la Troisième Guerre mondiale. 1945, d'ailleurs, le titre était très évocateur, puisqu'il y a 3 points de suspension, puisque lui-même a compris que tout ceci était en suspens jusqu'à quand. Ben malheureusement, prière à ce que j'ai tort, je pense pas forcément, je dis en tout cas que les événements tendent à ce que le complément de 1945 soit 2025, ou en tout cas une période comprise entre 2022 et quelques années plus tard où la chose augmente. Écoutez ça. Quand on parle de la politique américaine, on ne doit jamais perdre de vue, c'est un lieu commun, qu'il y a 2 Amériques. Vous voyez comme ça fait écho à l'histoire actuelle. L'officiel, qu'on peut suivre dans ses actes, et celle qui, très souvent, oriente et détermine l'autre, mais qui échappe à tout contrôle, dont je vous ai parlé, les corporatocrates américains, etc. Vous avez bien compris. C'est l'Amérique des trusts, nous dit-il, là je cite, des grandes entreprises et des banques, en bref, les puissances d'argent, voilà comment lui les appelle, qui s'entendent très bien avec les militaires. J'arrête de citer pour vous faire une incidente sur le nom que donnent la plupart des analystes que j'écoute à cette entité, que je vais m'évertuer à appeler tout le temps les corporatocrates, parce qu'il faut bel et bien leur donner un nom, et je trouve que tous les noms actuels conviennent mal. Certains les appellent les mondialistes, d'autres parlent d'États profonds. Tout ceci pour moi correspond assez mal à des entités privées au-dessus des États, et qui mènent une vie parallèle aux États. Et qui ne cherchent pas forcément à se mondialiser, par ailleurs, mais qui cherchent à étendre une domination sur le globe au maximal par intérêt, ça c'est sûr, qui ne cherchent pas forcément à être un État profond, mais qui cherchent simplement à utiliser les États dans leurs intérêts. Voyez ? Donc je trouve que les corporatocrates, ça convient bien. Pareil, les puissances d'argent, certes, ce sont l'émanation des puissances économiques qui sont issues en fait des grands banquiers, des grands commerçants, des grands industriels qu'on pouvait trouver au XIXe siècle et avant. Mais il manque des aspects pour moi. La corporatocratie, dans ce qu'elle a d'inventer un nom, me convient mieux pour plein de raisons. Je reprends ma lecture. Ça, c'est le livre, donc, page 221. Les puissances d'argent qui s'entendent très bien avec les militaires. C'est cette Amérique qui a presque toujours le dernier mot par le truchement du Pentagone et des services secrets de la CIA. Car il y va toujours en dernier lieu de la défense et de la sécurité des États-Unis. Nous dit Zelepi, entre guillemets bien sûr, les mots défense et sécurité, car c'est là des éléments de langage. Il y a toute une littérature politique américaine à ce sujet, nous dit-il. Les incroyables contradictions de la politique américaine et de la confusion chronique dans laquelle elle évolue ne s'expliquent pas autrement. Ça me fait plaisir de vous lire ceci, parce que je vois les gens perdus. Mais comment Trump, d'un seul coup, les États-Unis veulent faire la paix avec la Russie, je sais pas quoi, ben oui. Ça, on n'a pas compris qu'il y a 2 Amériques, une logique étatique tournée vers l'Asie, qui est impériale, mais tournée vers l'Asie, et une corporatocrate tournée vers des affaires européennes, parce qu'en coquiner avec les Anglais et les Allemands contre les Russes. Les hommes responsables ne sont pas toujours ceux qui détiennent le pouvoir effectif. Eh oui, car ils sont toujours en face d'un État dans l'État.
C'est sous cet angle qu'il faut suivre les vicissitudes de la politique américaine. Vous voyez, ça c'est écrit. Eunz et Lépis, cet ouvrage est écrit en 1971. Vous voyez comme quoi il y a une actualité brûlante. Vous voyez pourquoi il est le bon moment pour moi de vous lire ceci alors que j'ai connaissance de ce ouvrage, j'ai découvert ça il y a peut-être 15 ans. Les intérêts américains n'ont été associés, étatiques je parle, qu'aux intérêts du Royaume-Uni, etc., dans leur volonté européenne, à certains moments, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, avant 1944 au moins, parce qu'il y avait l'envie aussi d'étendre son influence en Afrique du Nord. D'où tous les débarquements que les Américains ont fait là-bas, l'opération Torche, etc., d'étendre leur influence en Italie, ce qui a toujours beaucoup plu également, puisqu'il y a une part chez les corporatocrates aussi de copie des mafias siciliennes, des mafias, vous savez que les Américains débarqueront en Sicile, des mafias italiennes, Naples, etc. Et pour soumettre la France, bien sûr. Là, soumettre la France, tout le monde est d'accord, vous voyez. Même les élites françaises, c'est notre drame le plus profond. Tout le monde est d'accord pour soumettre la France. Il n'y a que De Gaulle qui n'a pas voulu qu'on soumette la France. D'autres lectures de cet ouvrage de Eunz et Lépis, vous allez voir, comme c'est incroyable d'actualité. Et là, on va avoir le rôle de Churchill. L'idée dominante de Churchill demeurait le conflit ouvert avec les soviets que l'Occident devait accepter sous le signe de la libération, entre guillemets, des peuples esclaves, entre guillemets, de l'Est et sous la direction des États-Unis. La Grande-Bretagne n'étant plus en mesure d'assumer ce rôle. Ça sert à rien de rire à l'idée que le Royaume-Uni se met là en tête alors qu'elle a 40 chars. Elle le sait qu'elle a 40 chars et qu'elle n'est absolument pas du tout en matière de faire le poids. Elle le sait depuis très longtemps qu'elle ne peut pas faire le poids en direct contre les armées européennes. Elle le sait depuis Napoléon. Elle n'est pas venue combattre Napoléon avec une armée du Royaume-Uni pure. Jamais. Elle le sait ça. Elle veut faire la guerre avec les autres pour son intérêt à elle. Elle a trouvé de bons Ukrainiens. Elle a trouvé de bons Allemands, elle a trouvé de très bons Français. C'est ça tout le drame actuel. Ces idées, nous l'avons vu, étaient à la base de toute sa politique alors que la guerre contre l'Allemagne s'achevait. Son échec électoral le mettait plus mal à l'aise, parce que Churchill a perdu les élections après la guerre pour le bien de l'humanité. Sinon, il a dit lui-même, j'aurais réussi à faire ma guerre. À continuer la guerre dans ce sens qu'il voulait. Voilà, son échec électoral le mettait plus à l'aise pour poursuivre sa croisade, nous dit-on entre guillemets, au grand jour, et mieux frapper l'opinion publique américaine. Il pensait que sous la pression de celle-ci, le président Truman s'alignerait définitivement et résolument sur sa politique. Il va faire donc œuvre Churchill de propagande. Je continue à citer. Seule la crainte du communisme pouvait mobiliser les Américains. Ce serait sous le couvert de l'anticommunisme qu'il amènerait les États-Unis à prendre les positions de l'Angleterre dans le monde. En fait, toute la politique britannique telle que le concevait Churchill et telle que l'a pratiquée le gouvernement travailliste était fondée sur la politique d'un appui puissant et constant des États-Unis pour la défense de l'Empire. Ils utilisent la puissance américaine pour leurs intérêts. Et de temps en temps, les Américains disent non. Le premier discours que Churchill prononça devant les communes en sa qualité de chef de l'opposition, le 16 août 1945, fut une récapitulation des idées générales de sa politique destinée à servir de base à la nouvelle politique des puissances occidentales dans l'après-guerre. Et donc c'est le fameux discours de Fulton, dont personne ne se rappelle aujourd'hui, du 5 mars 1946, qui est pourtant clé pour comprendre toute la deuxième moitié du XXe siècle. Et Churchill va réussir à piéger les États-Unis malgré eux dans ce qui va les conduire à faire la doctrine Truman. C'est lui qui est à l'origine de la doctrine Truman et ce sont les intérêts du Royaume-Uni en vue d'attaquer l'URSS qui vont être à l'origine de ce que les États-Unis se mêlent de ce qui ne les regarde pas, à savoir toute la politique du Moyen-Orient entre autres. C'est eux qui vont amener ça, en truquant des événements, en mentant à l'opinion publique, en faisant tout ce qu'ils peuvent pour un conflit ouvert. Ils vont échouer sur le conflit ouvert, mais ils ne vont pas échouer sur la politique des États-Unis. Et on peut dire, dans un grand pivot, tout le XXe siècle, jusqu'au XXIe siècle, jusqu'à la guerre en Irak, et ses suites, sont directement à l'origine de Churchill. Je reviens sur la lecture. Par son discours de Fulton du 5 mars 1946, Churchill exposa aux Américains son programme politique. Il avait choisi le moment le plus propice. On assistait alors à la naissance de la tension américano-soviétique à la suite de la crise d'Iran. Le retard apporté par les Russes a retiré les forces qui se trouvaient dans ce pays depuis la guerre. Vous savez que temporairement, l'Iran a été co-occupé par des Russes et des Anglais. Et donc, le Royaume-Uni fait tout ce qu'elle peut, vite, une occasion là. Et surtout à la suite des révélations de l'espionnage atomique des Russes au Canada.
qui avait profondément secoué l'opinion publique américaine. À propos d'espionnage atomique, une incidente aussi, vous savez, je vous encourage très très fortement à vous renseigner sur le personnage de Fuchs. C'est une histoire d'espionnage. Vous savez, Fuchs, il fait partie des éléments qui ont rendu impossible la guerre entre les forces occidentales et la Russie entre 45 et 49, 44-49. Fuchs, c'est un chercheur qui de lui-même, travaillant pour le projet Manhattan, la bombe atomique américaine, a de lui-même transmis le maximum d'informations à l'URSS pour pouvoir leur permettre de développer l'arme atomique au plus vite. Et lui-même l'a dit, il a dit je fais ça de moi-même tout seul, juste parce que je sais que c'est là le seul moyen de garantir la paix dans le monde. Il y a des gens comme ça. D'ailleurs les Russes insisteront, c'est une histoire assez drôle et loufoque, les Russes insisteront à l'époque, l'URSS pardon, insistera à l'époque pour le rémunérer, alors même que pourtant on pourrait s'attendre de la part des communistes et tout, et lui dira non je veux rien moi. Et eux ils diront non non mais nous on insiste, ils ont failli se brouiller parce que eux insistaient pour lui donner de l'argent et lui voulait pas. Et donc au bout d'un moment il a dit bon écoutez si vous insistez on va pas s'embrouiller, moi je vais continuer à vous donner des infos, vous voulez me payer très bien, je donnerai tout ce que vous me donnez à des associations, donnez-moi ce que vous voulez. Donc ils lui ont donné, je sais pas combien, puis lui donné à des associations, ils se sont entendus comme ça je vous jure, vous irez voir l'incroyable histoire de Fuchs. Je reprends ma lecture. Le discours de Fulton fut l'équivalent, selon la remarque de Bernard Shaw, d'une déclaration de guerre non officielle à la Russie. Le discours de Churchill, dit encore Shaw, jetait les bases de la prochaine guerre, dont le but serait d'écraser et de détruire la Russie communiste, qu'elle ne fut plus communiste, ne gêne personne aujourd'hui, hein, notez-le. Ce fut d'ailleurs l'interprétation que donna Moscou du discours de Fulton. Eux, ça fait longtemps, et ça je vous renvoie aux mémoires d'Ivan Maïski que j'ai cité tout à l'heure. Ça fait longtemps les Russes qu'ils ont compris qu'ils étaient la cible acharnée du Royaume-Uni et des Occidentaux depuis 1815, première étape, et depuis 1917, une seconde étape. Alors là, depuis 1917, c'est l'apothéose de l'horreur. Non pas parce que ce fut la révolution communiste, vous savez, que ce soit communiste ou pas, la preuve aujourd'hui, ça les a jamais gênés. Mais surtout parce que les Russes ont tué la famille royale russe, les autocrates qui étaient les Romanov, qui étaient les cousins de la famille royale d'Angleterre, qui s'était renommé Windsor un peu plus tôt dans l'année d'ailleurs, pour des raisons différentes, parce que la guerre avec l'Allemagne durait, et ça les gênait de s'appeler toujours Gotha-Saxe-Cobourg, après une première guerre mondiale de 3 ans où on s'acharne contre le territoire de la Saxe, puisque la première guerre mondiale, évidemment. Donc la famille royale d'Angleterre s'est renommée Windsor, cachait un peu ses origines qui faisaient gênantes, de Gotha-Saxe-Cobourg. En fait, c'est Saxe-Cobourg de Gotha, faut-il dire. Tout ceci est une famille originaire des forêts noires du centre de l'Allemagne. Bref, je vous laisserai si vous voulez remonter à toute l'origine de ça. En attendant, depuis l'assassinat de leurs cousins les Romanov, ils ne peuvent plus du tout, mais alors plus du tout, se voir la Russie. Depuis 1815, je vous ai dit, déjà ça a duré. La guerre de Crimée était une initiative anglaise. On a glosé, apparemment, plein de gens pensent que c'est Napoléon III qui motiverait ça, etc. Absolument pas. C'est évidemment la politique du Royaume-Uni qui veut tout faire pour attaquer la Russie depuis déjà, je vous ai dit 1815, depuis que Napoléon est vaincu en fait. Le discours de Fulton fut l'équivalent, selon la remarque de Bernard Shaw, d'une déclaration de guerre non officielle à la Russie. Le discours de Churchill, dit encore Shaw, jetait les bases de la prochaine guerre dont le but serait d'écraser et détruire la Russie communiste, je vous avais dit. Ce fut d'ailleurs l'interprétation que donna Moscou du discours de Fulton, ça c'est très bien. Churchill proposa d'abord aux Américains une alliance militaire en vue de la prochaine guerre. Dit autrement, prêtez-nous votre armée. Il parla en effet du danger de la tyrannie. Et il dit aux Américains que c'était une mission humaine pour les États-Unis appelés à prendre les responsabilités de l'avenir, du fait qu'ils étaient à l'apogée de leur puissance. Et Churchill va tout faire de 44 à 49 pour convaincre les États-Unis d'attaquer la Russie. Il a notamment essayé, Churchill, de créer un incident en Grèce, en février 1947. Il a prétexté mensongèrement, et la politique du Royaume-Uni le suit évidemment là-dedans, mensongèrement, un retrait des troupes du Royaume-Uni de la Grèce, alors que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, les événements plus tard, les Anglais ne sont jamais retirés, il n'y a pas eu de mouvement de troupes, ils sont restés là. Mais, aux yeux des opinions publiques, c'est ce qui compte, aux yeux de l'opinion internationale, vous comprenez bien, il va tout faire pour faire croire à cette réalité-là, et faire croire que ceci créerait un appel d'air communiste, URSS, qui s'emparerait de la Grèce. Toute l'histoire des rapports entre l'URSS, Staline en particulier, et la Russie et la Grèce montre qu'il n'y a aucune réalité à ça.
D'ailleurs, Staline a abandonné les résistants grecs communistes à plusieurs reprises. Il n'a jamais voulu entendre parler de quoi que ce soit de se mêler de la Grèce. La Grèce fait partie du giron occidental. Staline et l'URSS ne veulent pas la guerre. Ils veulent sanctuariser leur territoire qui est déjà si grand et si vaste, arriver à le gérer, ce qui est déjà un problème très important pour eux. Et donc... et se remettre de l'épouvantable cataclysme qu'a été la Grande Guerre patriotique de leur point de vue, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale bien sûr, leur guerre contre l'Allemagne, hein, qui les a laissés saigner avec 27 millions de morts officiels et très probablement aux alentours de 30 à 35. Pour beaucoup de raisons, j'ai eu l'occasion de l'expliquer notamment quand j'avais fait les cahiers d'Ivan Maïski, pas d'Ivan Maïski, ça c'est l'ambassadeur russe dont je citais aujourd'hui, de Nikolai Nikulin, pardon, soldat du RSS. Je pense que les enjeux d'historiens sur l'évaluation des pertes de la Seconde Guerre mondiale sont là aussi des enjeux de pouvoir. Et s'il est bien difficile de dire autre chose qu'un montant aussi cataclysmique que 27 millions de morts côté URSS en général, il est crédible de penser que c'est supérieur et que ça a été là l'estimation la plus basse que les communautés d'historiens dans l'intérêt des Occidentaux ont réussi à faire avaler à tout le monde. Probablement 35, peut-être même encore plus, moins. Après, c'est très compliqué et ce sont des questions de spécialistes sur lesquelles je m'hasarderai moins. Mais de mon point de vue, pour avoir beaucoup regardé et beaucoup étudié, j'ai vraiment dans l'idée que c'est encore supérieur. Donc cette histoire grecque n'a aucune base, aucune rien, mais ils vont tout faire là pour faire peur au monde entier. Les Russes vont attaquer la Grèce, au secours, l'URSS en Grèce. Et les Américains vont marcher. Les Américains vont marcher là-dedans et c'est là le départ de la doctrine Truman. Je vais vous en lire les passages les plus clairs dans ce livre de Zelepi. Les Américains étaient bien pris dans un piège dont, d'ailleurs, ils profitèrent. Mais le succès des Anglais eût été impossible sans la complicité de ceux qui à Washington agissaient dans le même sens qu'eux. Ils ont évidemment un parti là-bas. Avant de mettre en marche leur opération, ils avaient jeté des bases solides. Leurs complices américains, tout puissants, étaient les trusts pétroliers. Encore une fois, l'histoire des Rockefeller, je vous l'ai montré, à coquiner avec les Rothschild, en fait, qui tiennent la corporatocratie du Royaume-Uni. Je ne l'ai pas dit jusque-là, mais c'est évident, et je vous en montrerai encore des éléments. Et notre ami Macron, évidemment, qui est passé à la banque Rothschild, leur obéit. À l'origine des opérations, il y eut un accord signé le 26 décembre 1946 entre les Anglais et des trusts pétroliers américains, auxquels l'Angleterre offrait ainsi l'accès au pétrole du Moyen-Orient. C'est eux qui vont dicter la politique, dans leur intérêt. Toute c'est la politique du Moyen-Orient américaine jusqu'à l'Irak. Désormais, leur aide lui était assurée à l'Angleterre, au Royaume-Uni. Les trusts pétroliers américains s'affairèrent. Dès l'annonce de la décision du gouvernement britannique de quitter, entre guillemets, la Grèce, puisqu'en fait c'est faux, à la Maison-Blanche, au département d'État, au Pentagone, au Congrès, dans la presse, ils mobilisèrent les forces obscures du pays pour forcer la décision du président Truman, à laquelle ils ne pensaient guère encore, et la faire accepter par le Congrès et l'opinion publique américaine. Truman, il est plutôt du côté politique logique américain. Il se préoccupe lui aussi de l'Asie, il a testé les armes atomiques sur le Japon, on regarde là-bas les gâteaux qu'on peut se faire en Asie, ça les ennuie, l'Europe. Et là, ils vont, avec le Royaume-Uni et leurs appuis là-bas, les pétroliers, les grands trusts américains, en fait la corporatocratie américaine, vous avez compris, arriver à retourner cette politique en partie. Comme par hasard, je continue à lire Zelepi. La commission sénatoriale pour le pétrole, publiée le 31 janvier 1947, un rapport sur le problème pétrolier des États-Unis. Rapport qui devait impressionner les dirigeants et l'opinion publique. Soi-disant, les États-Unis auraient un problème de pétrole et il faudrait vite aller le chercher au Moyen-Orient. D'après ce document, la production pétrolière américaine diminue de jour en jour. Et les États-Unis ne seraient pas en mesure de soutenir une nouvelle guerre mondiale s'ils se trouvaient réduits à leur seule ressource en pétrole. Aussi, pour remédier à cette situation, les États-Unis devaient augmenter leur production de pétrole synthétique et participer au développement de l'exploitation du pétrole dans l'ensemble du monde. Car, ajoutait le rapport, en dépit de la bombe atomique, le pétrole demeurait la clé de la victoire dans une guerre. Une nation ne disposant pas de ressources suffisantes en pétrole ne saurait maintenir une position dirigeante dans le monde. Vous voyez, c'est le prétexte, ça. Les États-Unis, ils ont encore des réserves de pétrole colossales à l'heure actuelle. Ils ont tout ce que vous pouvez imaginer, en Alaska notamment. C'est le prétexte dit à l'opinion publique et à la partie des dirigeants aux États-Unis qui n'y connaissent pas grand-chose et qu'il faut influencer dans le sens de cette politique et qui vont marcher et qui vont se laisser avoir. Et pour l'opinion publique qui va se laisser prendre peur. C'était un avertissement qui ne pouvait laisser personne indifférent et qui plaçait le pétrole au premier plan des préoccupations nationales. Sans pétrole, pas de sécurité et pas d'hégémonie américaine, disait en substance la commission sénatoriale. De là à s'intéresser au pétrole du Moyen-Orient, il n'y avait qu'un pas. On a su par la suite que la Chase National Bank avait conseillé, entre guillemets, au président Truman d'accorder 400 millions de dollars à la Grèce et à la Turquie pour préserver ces pays du communisme. Or, cette banque appartenait au groupe Rockefeller, qui contrôlait la Standard Oil of California, la Socony Vacuum, la Standard Oil of New Jersey
et ultérieurement l'Arabian American Oil Company. La presse américaine trouva tout naturel de signaler que des intérêts pétroliers se dissimulaient sous le programme Truman d'aide à la Grèce et à la Turquie. D'après l'hebdomadaire Time, lorsque le président révéla son programme, entre guillemets, je cite, c'est Zelepi qui cite le Time, tout le monde parla tout haut de la Grèce et de la Turquie, et à mi-voix de l'océan du pétrole des pays situés plus au sud, les pays arabes du Moyen-Orient. Un autre organe américain, le Sun de Baltimore, mit en évidence le sens profond de l'intérêt subi des États-Unis pour la Grèce et la Turquie, en expliquant que ces pays étaient des positions clés sur la voie des immenses gisements de pétrole du Moyen-Orient. Dès le lendemain du message du président Truman au Congrès, le conseiller en matière de pétrole du département d'État, Charles Rayner, développa devant un groupe de spécialistes en pétrole l'importance que revêtaient les gisements pétroliers du Moyen-Orient, dont presque la moitié se trouvait entre les mains des Américains. L'accord pétrolier anglo-américain de décembre 1946 fut pris en considération, et l'étroite liaison existant entre cet accord et le message présidentiel fut mis en évidence par un journal de province, le Time Dispatch de Richmond, cité par le New World Herald Tribune du 16 mai 1947, sous le titre « Le pétrole du Moyen-Orient et la doctrine Truman ». Le lien est fait, vous le comprenez. Si l'on étudie une carte du Moyen-Orient, pays du pétrole et de la Méditerranée, la doctrine Truman concernant l'aide à la Grèce et à la Turquie devient plus plausible. Vous comprenez qu'il y a une congruence d'intérêts entre la corporatocratie et l'État du Royaume-Uni, qui veulent détruire la Russie, donc l'URSS à l'époque, en continuant la guerre, en utilisant les États-Unis, et qui voient là les États-Unis leur échapper en partie parce qu'une partie des élites s'intéresse à l'Asie, les troupes s'en allaient, Eisenhower tenir tête, Truman se désintéressait de ça, et du coup, s'acoquiner en partie avec les éléments hauts, les phares de la corporatocratie américaine, qui ont des intérêts financiers évidents à s'emparer du pétrole du Royaume-Uni, pour faire croire à la partie des élites américaines qui n'en savaient rien, qu'ils ont un problème de pétrole, et en même temps qu'il y a un problème du communisme avec une attaque russe en Grèce. Alors que tout ceci est inventé de toutes pièces. Et tout ce beau monde va se retrouver comme ça, lancé dans la doctrine Truman. La population américaine va dire danger communiste, et en plus on manque de pétrole. Vous comprenez l'origine de toute la guerre froide en fait? Ce que je vous livre là est d'une importance primordiale. Personne n'en parle jamais. Dans les milieux politiques de la capitale britannique, on chuchotait depuis des semaines que la diplomatie du pétrole, dont l'enjeu était les pétroles de l'Iran, de l'Arabie et de l'Irak, toutes les guerres qui vont se développer jusqu'à aujourd'hui, on parle encore du problème iranien, il y a encore quelques mois, quelques années, quand est-ce qu'on attaque l'Iran, comprenez que ça a une importance actuelle, tout ce que je dis là. Je continue à citer, pourrait se développer et détruire la délicate balance actuelle des relations internationales. Le New York Herald Tribune en 1947, le 10 janvier. Je continue. Le Daily Mail du 26 mars 1947, dans un éditorial titré « Les États-Unis et le pétrole du Moyen-Orient » allait au fond des choses, en écrivant qu'à l'origine de la nouvelle politique américaine, inaugurée par la doctrine Truman, il y avait l'accord pétrolier anglo-américain du 26 décembre 1946. Et ce journal conservateur ajoutait les dramatiques développements politiques qui entourent la nouvelle politique américaine dans le Proche-Orient ont mis dans l'ombre les récents événements économiques, allusion à l'aide à la Grèce, qui ont permis à l'Amérique de renforcer davantage sa mainmise sur les riches gisements pétroliers du Moyen-Orient. Tout ça parce que Churchill et les corporatocrates du Royaume-Uni veulent attaquer et massacrer la Russie depuis 1815, pas mal, et depuis 1917, alors là c'est terminé, toute trêve, tout accord est impensable. Dans le nouveau climat politique des États-Unis, le contrôle de leur politique échappait complètement au président Truman, à son gouvernement et au Congrès. Tout allait s'effacer maintenant devant une nouvelle institution, créée à la faveur de la doctrine Truman, le Conseil national de sécurité, qui déciderait en dernière instance des problèmes suprêmes de la nation, sa sécurité et sa défense. Ce conseil était certes placé sous la haute autorité du président, qui la convoquerait chaque fois qu'il faudrait prendre une décision grave, mais le président était le dernier à décider. Aucun président des États-Unis n'oserait négliger l'avis des représentants du Pentagone, membres principaux du conseil. Leur avis exprimé en des circonstances solennelles et soutenu par des rapports des services secrets, CIA, serait exprimé sur mesure à des fins déterminées. Un ancien sous-secrétaire d'État, Sumner Welles, mit en évidence et sans aucun ménagement cette situation dramatique en dénonçant le fait que le président Truman s'était livré aux militaires. Rien de moins. Le Conseil national de sécurité, créé après la proclamation de la doctrine Truman, dit-il, devenait le véritable maître du pays. À partir de ce moment, la politique des États-Unis était condamnée à se fonder sur le principe essentiel du militarisme allemand, à savoir que la force est le seul instrument efficace de la politique.
C'est ceci que Trump et Musk sont en train de lutter contre. Moi, j'ai aucune sympathie pour Trump et Musk, que je considère comme des émanations corporatocrates américaines qui ont des intérêts contre les populations mondiales de certains enjeux et qui, même contre le peuple américain là-bas, simplement, ils ont des intérêts contraires à d'autres corporatocrates américains dans la main et à coquiner à ceux du Royaume-Uni et aux dirigeants du Royaume-Uni dans l'alliance que je viens de vous créer. Ils sont en train de lutter contre ce Conseil national de sécurité, de regarder d'où viennent les financements, de casser court à ces dynamiques d'obéissance. C'est un enjeu de guerre froide qui prend fin actuellement, en tout cas, qui a une fin temporaire. Mais ce n'est pas la fin de l'Empire américain, ni de son influence dans le monde, ni de ses ingérences par ailleurs. Trump a rappelé à de nombreuses reprises qu'il continue à considérer l'Iran comme ennemi. Il n'est pas seul au monde, il est obligé de donner des gages à cette histoire de pétrole, etc. Il dit oui, j'oublie pas l'Iran, très bien, l'Iran, très bien, c'est peut-être une clause qu'ils ont passée entre eux, bon, on perd un peu d'influence, leur ont dit les Rockefeller, etc. Mais l'Iran, pas question de transiger, très bien, je continuerai à dire que l'Iran est mon ennemi. Il y a peut-être ce genre de clause qui se passe en sous-marin. C'est pas la fin de l'Empire américain, du tout. Ni de leur envie de détruire la France, du tout. Tout le monde est d'accord pour ça. Mais c'est la fin de l'envie temporaire, nous verrons la suite, temporaire, parce que dans 4 ans on ne sait pas, et puis même on ne sait pas sous le mandat, de la fin de l'accord, de l'utilisation par le Royaume-Uni, d'utiliser les États-Unis comme pilier, fer de lance contre la Russie, ça c'est niet. C'est pour ça que le Royaume-Uni, les corporatocrates anglais ont trouvé d'autres personnes pour se battre à leur place, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Toute la guerre froide s'analyse sous ce prisme. Deux lectures. Rapide. Page 270. Dans tous les cas, l'Angleterre serait lésée. Car au terme de tous les calculs et de toutes les combinaisons, il y avait le rapprochement et l'entente unilatérale entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pourquoi je vous lis ça? Parce qu'en fait, les États-Unis, ils ont naturellement envie de s'entendre avec la Russie. Et la Russie aussi. Toute la guerre froide s'analyse sous ce prisme. Ce sont des rivaux forcés, en fait. La Russie, elle n'a pas du tout envie d'avoir comme rival les États-Unis. D'ailleurs, De Gaulle l'explique à Kennedy. De Gaulle l'a très bien compris. Les rivaux naturels de la Russie, c'est la Chine, notamment. Et cette antinaturalité a duré tellement de temps que la Russie et la Chine ont tissé tellement de liens que finalement, cette naturelle et rivalité semble s'estomper. Mais je ne parierai pas sur sa fin pour l'avenir. C'est une chose qui peut très très bien revenir. Mais les États-Unis et la Russie n'ont pas du tout de rivalité naturelle. C'est cette histoire, tout ce que je vous ai expliqué là, qui pousse cette rivalité à avoir lieu. C'est pour ça que très naturellement, dès que la fin de ces corporatocrates et du Royaume-Uni arrive, et bien que les États-Unis et la Russie se dégèlent, hein, ils ont intérêt tous les deux. Et leur rivalité leur coûte à tous les deux, c'est surtout ça en fait. Ça leur coûte à tous les deux. Des dépenses, de l'armement superflu, des problématiques, une peur d'être annihilé par l'autre, les deux plus forts. Attendez, oh, c'est bon, tranquille. C'est ça qui se passe. Je continue ma lecture. Situation à tout point de vue fâcheuse pour les Anglais, qui avaient manqué l'occasion offerte par deux crises successives, celle de Prague et de Berlin, dont ils avaient pu espérer le bénéfice d'une brouille définitive entre Washington et Moscou. C'est les Anglais qui souhaitent ça. Zelepi a tout compris, et je ne cesse que d'expliquer ça. Dernière lecture de Zelepi, la toute fin de son livre. Dans sa conclusion, je vais vous citer la toute fin, le dernier paragraphe. C'est rien du tout, c'est 12 lignes. Des idées nouvelles naissaient dans le nouveau climat nucléaire. Le guillemet de détente, le guillemet de coexistence. La paix ne sera plus celle qu'entendait Churchill, c'est-à-dire celle que les Anglo-Américains dicteraient à l'Union soviétique avec ou sans guerre, sous la pression de leur suprématie ou par les armes. Ce sera celle du statu quo territorial et politique d'après-guerre dans le nouvel équilibre des forces nucléaires. La paix résistera à des crises comme celle du Vietnam, du Moyen-Orient et de la Tchécoslovaquie. Il écrit ça en 1971, bien d'autres crises la paix a résisté. Et le phénomène peu commun qui marquera la conjoncture internationale sera la permanence du dialogue américano-soviétique par-dessus les secousses et les convulsions qui, en d'autres temps, auraient offert autant d'occasions de guerre mondiale. Et la dernière phrase. À moins d'un incident imprévisible et incontrôlable, ce dialogue semble constituer une garantie, fragile certes, mais pratiquement unique contre l'apocalypse nucléaire. Et j'ai peur que le titre 1945, 3 points de suspension, soit à marquer d'une date extrêmement proche de la nôtre,
2025, 2026, 2027, 2028. Vers quoi nous dirigeons-nous? Au regard de tous les articles de presse que je vous ai donnés, de toute l'actualité, aujourd'hui, demain, là, la coalition des, je sais plus comment ils appellent ça, là, des alliés, ils ont un mot tout à fait étonnant. Vous voyez, c'est quand il y a des guerres comme ça, on nous sort des termes un peu originaux. Triple entente, etc. Là, ils nous parlent de la coopération, je sais pas quoi. J'ai plus le terme en tête, vous le verrez. Et qui c'est qui est en tête de ça? Qui c'est qui est au centre? C'est le nouveau Keir Starmer, là, le successeur de Boris Johnson. C'est les Anglais qui font ça. J'ai peur que cet incident imprévisible et incontrôlable dont parle Zelepi, qui sans lui nous évite tant de causes nucléaires, ce ne soit un incident que les Anglais cherchent à provoquer entre la Russie et la France. C'est ça le problème. Macron est passé à la banque Rothschild, Macron est un employé des corporatocrates et des dirigeants du Royaume-Uni. Vous comprenez? Il leur obéit. Ici, je ne cesse que de voir des papiers qui parlent de la conjoncture. Se disant, ce serait Keir Starmer qui aurait... Vous voyez, alors, la posture churchillienne, le mot Churchill, c'est pour faire référence à tous ceux qui savent ce que je vous ai dit là. Hein. Churchill, c'est bon. Ça y est. On est retourné, on est de nouveau, la fourchette. Entre 44 et 49, ça y est. On a une nouvelle fourchette de tir, les gars. Trump, par malheur pour ces gens, est arrivé à dévier la puissance américaine. Sinon, ça en était fini. Pour combien de temps la puissance américaine est déviée? Et pour combien de temps la France est entre leurs mains? Les Anglais, ils veulent pas de friction eux-mêmes. Hein. Ils veulent pas prendre une arme atomique eux-mêmes. Par contre, si la France prend un tir atomique ou deux, je crains que les fous furieux qui dirigent cet empire n'en aient qu'un. Alors que ce serait des retombées colossales, ce serait des cataclysmes pour tout le monde, y compris pour eux. Enfin, ça n'a pas de sens. Évidemment, l'Allemagne, aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Hein, vous l'avez compris. L'Allemagne, c'est l'Union européenne. Et l'Allemagne et les Anglais, et donc le Royaume-Uni, s'acharnent à vouloir s'emparer de l'espace russe et ukrainien pour ses immenses richesses. Et s'ils peuvent utiliser la France, à la fois physiquement et pour souffrir, ils utilisent déjà l'Ukraine, ça leur va. Voilà tout le drame, j'en perds mes mots, je vais suivre mon fil, on arrive à la presque fin de cette vidéo, j'ai quelques supports en plus à vous montrer pour ceux qui avaient arrêté de regarder. Je vais vous montrer quelques petits supports. Les corporatocrates et la guerre. Je vais vous parler d'Eisenhower. Eisenhower qu'il a dit, vous savez, dans son discours, une fois qu'il était plus président, Eisenhower, il a eu deux grandes carrières, exactement comme De Gaulle. Eisenhower et De Gaulle sont très bien entendus, ce sont deux personnes qui ont exactement la même carrière et qui se sont mutuellement aidées. Surtout Eisenhower qui a aidé De Gaulle. Hein. Eisenhower s'est opposé à toute cette folie de guerre. Eisenhower a ensuite été président, il a aidé De Gaulle à revenir au pouvoir, et lorsqu'il est parti de la présidence lui-même aux États-Unis, dans 63 ou 62, vous vérifierez, il a fait tout un discours où il a prévenu du parti de la guerre. Vous savez, c'est les mots de Zelepi qui reviennent, le parti de la guerre là-bas. Il a prévenu en fait que les corporatocrates reprenaient le pouvoir après son départ, que lui avait réussi à tenir une partie d'entre eux, et que leur influence allait être trop forte. Il a parlé du complexe militaro-industriel. Et donc, il a écrit deux biographies. Il a écrit bien évidemment son parcours dans la guerre, bon, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, et il a écrit un autre livre, celui que je fus, bien plus tard, où il s'est permis des petites voilà, poussées dont il ne se serait pas permis, une fois que sa carrière n'était pas achevée. Là. Bon, il est à la retraite, voilà. Il se permet de dire quelque chose. À l'époque, le gouvernement était en train de créer, avec l'approbation du Congrès, dans les années 30, une commission pour étudier la manière, écoutez bien, d'empêcher que l'on tire des profits de la guerre. Beaucoup de gens pensent que les guerres se font sous l'instigation des marchands de canons et des fabricants de munitions qui veulent tirer des bénéfices énormes, ne pouvant être obtenus qu'à partir de marchés de dupes. Il est certain que certains industriels ont gagné plus d'argent de la guerre qu'ils ne l'auraient dû. Mais, nous nuance-t-il, la plupart d'entre eux, une fois la paix revenue, furent heureux d'arrêter la production de guerre et de reprendre leurs affaires normales, avec lesquelles ils voyaient des profits à longue échéance. Il nous dit qu'après tout, cette corporatocratie américaine, elle a tout autant intérêt à la guerre qu'à la paix et en fait surtout à son alternance. Mais ce n'est pas tout ce que nous dit Eisenhower. À la mi-mai 43, une fois que la présence de l'Axe en Afrique fut réglée, se posa la question de la poursuite de la guerre. C'est après que l'Afrique du Nord soit reconquise et avant le débarquement, notamment les débarquements en France. Les Américains souhaitaient continuer à harceler les forces de l'Axe en attaquant la Sicile,
ce qui va se faire, et l'Italie, ce qui va se faire. Jusqu'à ce que l'opération Overlord, c'est-à-dire le débarquement au nord de la France, opération Overlord qui veut dire suzerain, qui veut dire soumission, hein, c'est vraiment pour soumettre la France. Et va que l'Allemagne fait partie du jeu, très bien. Mais c'est pour soumettre la France qu'ils y vont. Hein. Prévu dans le courant de l'année 44, concentre tous les efforts. Les Anglais, à l'époque, étaient assez opposés à l'opération Overlord. J'ai ici une photo d'époque où on voit le général Brooke, avec Eisenhower au centre, et Churchill à droite. Et donc le général Brooke livra le fond de la pensée des Anglais à Eisenhower, et bien sûr, toute la smala du Royaume-Uni est d'accord. Il vint me voir, seul à seul, et insista sur le fait que toutes les troupes terrestres alliées devaient rester en Méditerranée pour grignoter peu à peu les positions de l'Axe. Churchill en particulier était très favorable à un débarquement en Yougoslavie, ex-Yougoslavie, ce pays a été détruit également. Je vous passe sur ces développements-là, sur lesquels on pourrait revenir. Ils sont très intéressants parce qu'il voulait couper la progression des Russes, toujours cette obsession, pour pas qu'ils soient trop forts, et pour pouvoir s'acoquiner toutes les forces de l'Ouest allemande dans son idée de repartir. C'est pour ça qu'il insiste pour l'ex-Yougoslavie, c'est ça que les Américains diront non, non, ça nous ennuie, ça va être compliqué, etc. Nous, on veut la France, parce qu'ils veulent soumettre la France. Là aussi, quand on comprend les vrais intérêts, on comprend les vraies raisons de qui défend quel débarquement et de quel débarquement auront lieu. Et quand on comprend l'intérêt français, on comprend pourquoi on défend le débarquement de Provence, pourquoi c'est celui-ci, quand il a lieu, que De Gaulle voudra célébrer par la suite les années qui viennent, et certainement pas celui de Normandie. Il estimait, donc le général Brooke et tous les Anglais derrière, que nous devrions renforcer nos marines pour détruire les sous-marins ennemis, tandis que nos bombardiers piloteraient l'Allemagne et l'Italie. Stratégie avalisée par Churchill et dans les mains du fou furieux que Harris, sur lequel j'ai fait les vidéos, je vous ai montré quelques bombardements, j'en ai prévu d'autres que j'enregistrerai un jour si j'ai le temps, avec notamment, je suis revenu sur la personnalité d'Harris, inimaginable, qui lui-même, au bout d'un moment, désobéit au gouvernement. C'est-à-dire que Churchill, qui est OK pour massacrer les Allemands sous des bombes incendiaires et au napalm, tout ce que vous voulez, en créant des tempêtes de feu, en brûlant vif toute la population, au bout d'un moment, il dit quand même, bon, l'autre, Harris, non, 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 on continue, il s'oppose même aux cibles militaires, ça devient un vrai problème pour tout le monde, en hauteur, Harris qui est complètement fou, et qui insiste pour que toutes les ressources soient uniquement consacrées à brûler vif la population allemande. Je vous jure, hein, c'est complètement incroyable. On estime même qu'il fait reculer la fin de la guerre, parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, il y a un problème, ils veulent pas l'enlever. Pour moi, il y a des intérêts corporatocrates derrière, parce qu'il y a les intérêts pour la reconstruction des villes qui sont très très importants. Et j'ai notamment des renseignements sur des rapports qui ont été faits en Suisse pendant la guerre, sur l'intérêt qu'avaient les corporatocrates qui se réunissaient là-bas, notamment à la Banque Centrale des Règlements Internationaux, à Bâle, la BRI, je vous ai montré des images, qui étaient tout friands à l'idée du pognon qu'allait sortir des reconstructions, là aussi. Là aussi. Bref, vous avez vraiment, là, je vous livre le cœur d'analyse. Hein. Les Russes, qui arriveraient par l'Est, se chargeraient de la besogne sur Terre. Voilà ce que nous disent les Anglais, qui visiblement n'ont pas peur à ce moment-là de l'arrivée des Russes, même si Churchill par la suite veut les couper avec la Yougoslavie. C'est deux choses qui, dans le temps, ne sont pas exactement aux mêmes endroits et qui, au final, s'affronteront. Et voilà un élément intéressant pour la connaissance claire des intérêts des Russes. Parce que Churchill et les Anglais veuillent débarquer en Yougoslavie pour couper l'arrivée des Russes, pour pouvoir être plus forts contre eux par la suite, n'empêche pas le fait que les Anglais aient parfaitement conscience par ailleurs que les Russes n'ont aucune envie d'envahir l'Europe, que c'est eux les Anglais qui veulent attaquer les Russes, c'est très différent, et le faire en position de force maximale. Et donc Eisenhower nous dit de façon tout à fait normale, je lui posais alors la question suivante, mettons que nous suivions votre plan, les Russes en profiteront pour mettre la main sur toute l'Europe, puisqu'on ne débarque pas en France, en Italie, rien du tout. Qu'en pensez-vous? Et comment croyez-vous que nous pourrons traiter avec eux? Et bien sûr, les Anglais ayant à l'esprit les deux choses qu'ils souhaitent, débarquement en Yougoslavie et le fait qu'ils savent bien que les Russes sont pas du tout agressifs, c'est eux les agressifs. Le général Brooke paraissait ne pas considérer que cela posait un problème. Il estimait que les Soviétiques n'essaieraient même pas de conserver un empire d'une pareille étendue et regagneraient la Russie sitôt la guerre finie. Là, on a l'aveu des véritables intentions des Russes bien connues de tout l'établissement du Royaume-Uni. Pensant que ni le président Roosevelt ni le général Marshall n'étaient décidés à courir ce risque, j'acceptais l'idée d'un débarquement en Sicile. Eisenhower ne nous dit pas que la véritable raison, c'est bien évidemment parce qu'ils veulent soumettre l'Italie et la Russie et la France. Les Américains, quant à eux. Et pas du tout continuer la guerre avec la Russie. C'est ça les enjeux clés. Bon. En attendant, on a l'impression, très actuellement, en particulier en France, là, j'ai vu faire c'est inimaginable. On a une utilisation de la formation de l'opinion publique, la propagande médiatique, le journalisme actuel, donc avec la télé, etc.,
qui me fait, mais alors, effroyablement penser à l'avant 14-18. C'est pour ça vraiment que je suis inquiet. C'est la même chose. Je vais vous montrer ici quelques éléments, je m'excuse, ça va faire durer un peu cette vidéo, mais ça me paraît extrêmement important. L'histoire française est parcourue de mouvements populaires combattus par les puissants du moment, que d'autres appellent les forces de l'iniquité, les possédants, les gens de bien. C'est Henri Guillemel, l'historien français, qui est merveilleux à écouter et à lire, que je vous recommande très fortement, que moi j'appelle les corporatocrates parce que je reprends le terme de Perkins et au moins on a une réalité posée et on a une étude possible. Mais Guillemel les appelle les gens de bien, parce que même s'appellent au XVIIIe siècle, leur origine c'est vraiment les gens de bien. Ils s'appelaient comme ça pour un jeu de mots, parce qu'ils riaient de leur vertu morale, alors que ce sont des conscients, des ignobles monstres aux yeux des populations, donc ça les faisait rire, et en même temps les gens de bien, c'est ce qu'on possède, comme c'était des riches, déjà des possédants, donc ils s'amusaient à s'appeler eux-mêmes les gens de bien, ça vient de là. Donc les mouvements sociaux en France, 1830, 1848, 1870, dans sa série L'autre avant-guerre, sur la politique française entre 1870 et 1914, Henri Guillemel revient dans quelques épisodes, en particulier dans l'épisode 7 qui s'appelle La défense républicaine, dont je vais vous citer 2-3 passages. En juin 1899, de contexte de l'époque, il y a une double crise pour le régime. Là, on est vraiment dans la préparation de 14-18. Et les raisons profondes de 14-18. Là aussi, on nous a raconté tout un tas de mensonges, soi-disant les Allemands étaient les seuls responsables, rien du tout. Il y a des truchements diplomatiques à très haut niveau pour ça. En fait, la France est en grande partie responsable, les élites françaises, mais pas que. Toutes les élites, y compris allemandes, bien sûr, pas de soucis, qui sont responsables de ça. Et elles ont de nombreux intérêts qui convergent vers la création de cette guerre. Et l'un d'entre eux, c'est leur peur des peuples. Leur peur des peuples. Il y a eu les gilets jaunes en France il n'y a pas longtemps. Il faut s'en souvenir. Donc nos dirigeants, nos corporatocrates français, ils ont peur du peuple. Ça leur va de l'envoyer les peuples se battre et mourir ailleurs. Ou de détourner l'attention par une actualité guerrière est une très grande et très vieille astuce pour empêcher que les peuples se concentrent sur leur bien-être. Parce que les corporatocrates et les dirigeants, ils veulent appauvrir les populations. Les populations, elles se défendent de cet appauvrissement. Et pour contrer cette défense, les éloigner mentalement et physiquement, les préoccuper par une guerre étrangère et les y envoyer concrètement une partie d'entre eux, ça les détourne. En fait, la guerre est une assurance pour les corporatocrates. Une assurance vie. En juin 1999, le régime français connaît une double crise. D'abord, il y a une agitation populaire. Là, quelques exemples. Le 11 juin, une manifestation très violente réunissant des intellectuels du quartier latin et des ouvriers. Il y en aura d'autres, je vais vous citer après. Et après, il y a une agitation militaire. Une menace de renversement militaire du régime, c'est quelque chose qui est très très peu connu. En 1899, il y a notamment Gallifet qui arrive au pouvoir, qui est un monstre Gallifet, qui se vante à l'époque de la Commune en 1870 d'avoir massacré lui-même, sans ordre, des communards volontairement, juste parce qu'il est trié par âge. Il disait ceux qui sont un peu vieux, ils ont eu le temps d'être des adversaires du régime depuis longtemps, alors je les sors des rangs, je les tue moi-même. Enfin, vraiment un monstre de la répression. Dans l'épisode 9, la République bourgeoise, sous Clémenceau et Surbriand, prépare 14-18. D'autres agitations, celles que je vais vous donner en 1899, là il y en a d'autres. La grève des dockers de Nantes, des postiers et des électriciens en 1906. Grève des viticulteurs du Midi en 1907. L'armée est envoyée. Il y a même un régiment, ça fera une affaire énorme, qui refuse de tirer et de marcher contre les grévistes. Alors, parce que la population, on nous parle de Clémenceau, et Clémenceau a une image sympathique. Clémenceau, un bon père de famille, qui a dirigé la France, qui était en 14-18, etc. Mais Clémenceau, c'est quelqu'un qui fait tirer sur les pauvres gens, qui se plaignent de leurs conditions effroyables de vie, parce qu'ils n'arrivent pas à manger. D'accord ? La préfecture, à l'époque, de Perpignan est envahie et brûlée. C'est une affaire énorme. L'année suivante, une grève des terrassiers et des ouvriers des chantiers en bord de Seine, des chantiers de gravier en particulier, qui en 1908 est réprimée par l'armée qui leur tire dessus. Le refus du droit de grève et de syndiquer est donné aux professeurs par le gouvernement, qui emprisonne le chef des revendications des professeurs des écoles qui demandaient le droit de se syndiquer. On le fait emprisonner. Il a simplement été le porte-parole des professeurs qui disent on aimerait créer un syndicat. Vous voyez l'ambiance. À quel point ils ont peur. Et à quel point ils réagissent avec virulence pour de petites choses. Ça, c'est le symptôme d'une immense peur. La grève des cheminots, qui est cassé par une mobilisation de ceux-ci par Briand en 1910, qui est le successeur de Clémenceau. Briand, je vous ai mis le portrait par la suite. Ces gens-là vont faire tirer sur les gens. Maintenant, dans l'épisode 11, Henri Guillemel nous parle d'une brochure d'un économiste qui s'appelle Francis Delézy, qui écrit la description claire de ce que une corporatocratie française dirige complètement la France à l'époque.
Vous allez voir que c'est limpide, ça fait écho à tout ce que nous avons vu par ailleurs, et c'est complètement évident. Et c'est la même chose de nos jours. Sauf que c'est les Anglais qui dirigent aujourd'hui le Royaume-Uni. Voilà. La brochure de ce tome. En dépit des apparences démocratiques en France, le peuple ne contrôle pas ses gouvernements. Un groupe étroit s'est emparé des conseils d'administration des grandes sociétés financières. Ces quelques hommes tiennent entre leurs mains les banques, les mines, les chemins de fer, les compagnies de navigation, bref, tout l'outillage économique de la France, sans oublier la sidérurgie et les fabriques d'armes, d'où ils tirent de croissants profits. Ils dominent le Parlement et ont à leur solde la grande presse. Utilisés de la même manière qu'à l'époque, puisque vous allez voir les deux propagandes des deux époques. La guerre ne leur fait pas peur, ils la considèrent même avec intérêt. Les banques ont gardé le souvenir des bénéfices énormes réalisés par elles en 1871. Pensez toujours que des dirigeants, des grands corporatocrates ont intérêt à ce qu'il y ait des guerres. Des guerres où des pauvres gens meurent dans d'atroces circonstances et en très grand nombre. Dans le même épisode, Poincaré, président du Conseil de la France à l'époque, se rend au mois d'août 1912. On approche de 14-18. En Russie, où à l'époque un parti de la guerre se forme, et il lui assure son soutien. La grande presse se charge alors de préparer l'opinion publique. Extrait en 1912. Voilà ce qu'on trouve dans la presse écrite à l'époque. La guerre est sainte et régénératrice. Je vous ai donné là quelques phrases citées. C'est par la guerre que tout se refait. Il faut savoir l'embrasser dans toute sa sauvage poésie. Ça, ce sont les corporatocrates qui savent qu'ils vont envoyer les pauvres à la guerre, qui écrivent aux pauvres à travers les journaux, et qui, du coup, leur préparent l'idée que la guerre est forcément quelque chose de génial, puisqu'ils ont l'intention de les envoyer la faire, pour leurs intérêts à eux. La guerre, un mot tout jeune, un mot tout neuf, paraît de cette séduction que l'éternel instinct belliqueux a revivifié au cœur des hommes. La guerre, c'est l'occasion des plus nobles vertus humaines, ils se répandent en poésie pour envoyer les autres mourir. Bref, tout dans cet épisode démontre les préparatifs de la France vers la guerre en menaçant l'Allemagne, où les partis de la guerre et de la paix s'affrontent autour d'un Guillaume II hésitant. En Allemagne, il y a un parti de la guerre aussi, en Autriche-Hongrie évidemment, en Russie, en France, et alors au Royaume-Uni également. Derniers éléments de propagande, dans l'épisode 13 de sa série. Tout est fait avant et après la guerre pour absolument tout mettre sur le dos de l'Allemagne et les corporatocraties françaises et russes. Ils s'y donnent à cœur joie. Très souvent dans l'histoire, mais pas toujours, celui qui déclare la guerre est moins responsable que celui qui est attaqué. Parce qu'en fait, celui qui agit dans l'ombre sournoisement cherche à te donner les apparences de la légitimité, les apparences de la sainteté. Voyez ? Qui fait l'ange fait la bête. Je sais pas comment vous le dire. Une citation ici du général Rebillot du 13 décembre 1914. La guerre seule pouvait nous sauver. C'est en France, ça. Hein, c'est alors que la Providence, la Bando, s'est manifestée, je reparaphrase Guillemin, s'est manifestée en imposant à l'empereur Guillaume II de nous attaquer. Et une autre phrase, qui est beaucoup plus ancienne, mais qui correspond à une pensée qui traverse les âges, au sein de ces corporatocraties et des dirigeants, malheureusement des pays, lorsqu'ils ne sont pas dans la main des populations, c'est-à-dire l'émanation des populations, c'est-à-dire ce qui devrait être réel comme toute démocratie, c'est-à-dire le peuple lui-même, et non pas des représentants, parce que les représentants, c'est Rousseau, qui disait tout représentant s'émancipe de ce qu'il est censé représenter tout de suite, hein, ou très rapidement. Des représentés, donc c'est ça le cœur à comprendre. Texte du correspondant de 1848, alors qu'une menace sociale est très présente. Parmi les moyens propres à dissoudre l'accumulation des prolétaires, que des promesses exaltent et à qui le travail répugne, beaucoup de personnes mettent au premier rang l'avantage qu'on aurait à déverser dans une guerre étrangère, le trop-plein de la population industrielle. Ça, c'est une phrase avec les mots de l'époque, avec la façon de voir de quelqu'un qui ne mâche pas ses mots parce qu'il ne se doute pas qu'à l'époque où l'analphabétisme est colossal, ce qu'il écrit dans un journal à destination des autres bien-pensants de l'époque, des gens de bien, pour un jour servir à toute la population alphabétisée, de moyen de s'ouvrir les yeux, de se dessiller de cette horreur. Et regardez ça aujourd'hui, c'était il y a une semaine, ça, c'est un arrêt sur image, je crois, il y a 10 jours ou il y a 8 jours. 57% des jeunes prêts à s'enrôler en cas de guerre. N'importe quoi. 42% des jeunes Français se disent prêts à mourir au combat. Tiens donc. Vous savez, c'était Anatole France qui disait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». 42% des jeunes Français seraient à ce point endoctrinés, nous dit ça, ce journal, la même propagande aujourd'hui qu'avant 14-18 pour envoyer tout le monde mourir. C'est ça que je vous dis, quand je vois tout se mettre dans la même circonstance, j'ai peur un peu. Hein. La guerre donc est à la fois un moyen de détourner la population des problématiques intérieures et une assurance pour la corporatocratie qui craint le peuple.
D'autant que l'idéologie de cette corporatocratie est issue de croyances qui peuvent être en apparence rationnelles, mais qui sont en fait abjectes et irrationnelles au possible, issues du malthusianisme, du protestantisme ou du darwinisme social. C'est-à-dire qu'en gros, il existe un courant de pensée qui consiste à croire que Darwin ayant découvert le Graal du Graal de l'évolution, alors que c'est l'un des facteurs bien faibles par rapport à d'autres, des dynamiques naturelles dont on ne fait qu'effleurer la compréhension aujourd'hui, les penseurs les plus sérieux font état de la faiblesse de ce que tout le monde pense. Darwin, enfin je veux dire, l'entre-dévorement est un petit facteur qui existe et qui a son rôle, très bien, mais enfin, résumer le vivant à ça, c'est absurde. Eh bien, il existe un courant de pensée qui veut qu'au sein de l'espèce humaine ce soit pareil, et que ce soit fatal. À partir de là, les dirigeants, les corporatocrates, une partie d'entre eux se disent « mais c'est fatal que l'espèce humaine ait des leaders et des dirigeants, et c'est fatal que ceux-ci exploitent les pauvres et dévorent les pauvres, de même que le loup mange l'animal blessé, je sais pas quoi, la gazelle, très bien. Alors le lapin, alors dans ce cas c'est formidable. Cela doit continuer ainsi parce que c'est fatal. Et c'est pas cela doit continuer ainsi, c'est que nous devons rester la hauteur de cette pyramide. Si nous, par vertu exagérée, par bonté mal placée, par sympathie idiote, nous venions à essayer d'arrêter cet entre-dévorement, de dire ok, société plutôt égalitaire, ok, vraie démocratie, le peuple va vraiment voter ses lois lui-même, plus de représentants, très bien. Des choses saines et normales. Mais dans ce cas, il y aura une nouvelle élite. Nous, on sera de nouveau la proie. On va tomber, pardon, chez les mangers. Et d'autres mangeurs prendront d'autres places. Donc, il est fatal qu'il y ait des mangeurs. C'est nous, tant mieux. Comme on ne peut pas détester ce qu'on fait toute notre vie et sans vouloir, oh mon Dieu, c'est terrible, on est obligé de se nourrir de la vie des autres êtres humains, de les exploiter, de les appauvrir, parce que sinon ils vont nous remplacer, etc. Eh bien, on se met à apprécier ce qu'on fait. Et donc on devient très symboliquement aux yeux des religions chrétiennes et dans leur développement qui peuvent être orthodoxes et catholiques, un démon. Un démon non pas virtuel d'un monde éthéré, mais un démon réel. La définition d'un démon, c'est celui qui se satisfait et qui prend plaisir et qui jouit de la souffrance des autres. Mais en fait, c'est ça, hein. Un corporatocrate, quelques membres de l'élite et des dirigeants qui dit c'est fatal qu'il y ait des dirigeants et c'est fatal qu'ils se nourrissent de la souffrance des autres, bon, autant apprécier ce que je fais, je vais pas passer ma vie à pleurer, quoi. Hein. C'est tout simple. Cette absurdité fait que la guerre se prépare sans problème. Guerre en Ukraine, pourquoi la France est déjà l'un des principaux soutiens financiers de Kiev? Parce qu'on est piloté par le Royaume-Uni et utilisé contre nos intérêts pour y aller. Il y a d'autres moments où la population a fait peur aux élites, où elle a été plongée dans une horreur. La guerre de sécession, très vite. Officiellement, pour des raisons d'abolition de l'esclavage, les raisons de cette guerre sont nombreuses. L'apparition d'une conscience et donc d'une guerre de classe, notamment. En 1827, il y a un appel aux manœuvres et aux classes travailleuses de Philadelphie. En 1829, la déclaration d'indépendance du travailleur est proclamée. En 1839, il y a un mouvement qui est fait anti-loyer aux États-Unis. En 1842, la révolte de Dorr et la constitution populaire a lieu. L'organisation, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir tout de suite. Vous irez voir, c'est des pistes que je vous donne si vous voulez vous intéresser aux immenses conflits sociaux parcourant le 19e siècle américain, avec des guerres, des interventions de l'armée contre des grèves, ou même des cheminots qui décident de mourir jusqu'au dernier dans leur train, qui prennent les armes et qui s'organisent et qui fortifient leur train. Nous mourrons jusqu'au dernier pour avoir un jour de repos par semaine accordé, ou pour avoir une augmentation de salaire accordée, ou pour avoir des conditions de travail améliorées. Et ils sont morts jusqu'au dernier, certains. L'armée a tiré et les a tous tués. L'organisation de grands mouvements syndicaux, d'émeutes, de tracts, d'appels au renversement de la société de classe, d'abolition de propriété privée, de grèves, des répressions meurtrières, effroyables. Le chapitre 10 de notre livre que je vous montre la page d'après, qui est d'Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis, à partir de la page 245, qui revient en détail sur cette histoire méconnue et pourtant extraordinairement digne, va donner une guerre effroyable. De 1861 à 1864, 2 200 000 participants au nord, 1 064 000 participants au sud, comme enrôlés sous les drapeaux. Hein. 600 000 morts au total, 412 000 blessés, 3 264 000 participants, pour une population de 31 millions de gens, en comptant les enfants, les vieillards, les femmes, et en comptant 4 millions d'esclaves à l'époque.
Rendez-vous compte de la proportion monstrueuse d'hommes en âge de participer à la guerre qu'il a fait. Alan Donnelly, dans son livre Class and Community, rapporté par Howard Zinn dans une histoire populaire des États-Unis, analyse les raisons pour lesquelles cet esprit de classe n'a pas débouché sur une action révolutionnaire. L'une des raisons principales est que toute une génération a été lancée dans la guerre de sécession. C'est pareil avec 14-18 juste avant. Des grèves tout le temps, toute la génération est lancée dans 14-18. C'est la même chose. Aujourd'hui, on a les gilets jaunes, on a des mouvements d'émancipation, on a des gens qui ont compris que la démocratie représentative était un oxymore, que ça peut pas être vrai, qu'une démocratie c'est le peuple qui vote ses lois, que les représentants ça sert à rien d'autre qu'à s'émanciper des représentés pour les dominer et les exploiter. On a une peur panique chez ces gens-là. C'est la même chose. On a des gens qui ont compris que la dette était artificielle et créée pour pouvoir maintenir pauvre la majorité, parce qu'une majorité préoccupée d'autre chose que de survivre peut penser aux causes de sa misère, peut penser à la politique au sens noble, peut penser qu'elle n'a peut-être pas besoin de représentants, parce qu'elle est elle-même capable de penser correctement de ce qui est bien pour elle, et du coup mieux en fait que des représentants. Une population aisée, ça fait peur. Une population émancipée du travail, ça fait peur. Aujourd'hui, il y a tellement de machines qu'il y a très peu besoin de travailler. On nous martèle le chômage, c'est un problème. Mais bien sûr que non. Les fruits des machines pourraient être redistribués. Travailler 10, 15, 20 heures par semaine, c'est largement suffisant, là, au regard de la quantité colossale du parc de machines dont nous disposons. Tout ceci fait peur. Le maintien d'une société absurde où il faut tous faire 40 heures, vite. Un parallèle assez frappant avec la Première Guerre mondiale en Europe. Jacques Pauwels nous le dit lui-même. J'ai déjà cité Jacques Pauwels qui est une analyse formidable. Dans un autre livre, La Grande Guerre des classes. Vous irez voir combien coûte ce livre. C'est une très bonne chose. Quand un livre est précieux, on nous le fait payer. Ce livre, je ne l'ai pas, parce que moi, je n'ai pas les moyens d'acheter des livres extraordinairement chers. Ce livre, il me tarde de l'acheter pour pouvoir le lire dans ses développements les plus précis. Je n'en ai que des extraits. J'ai les autres livres de Jacques Pauwels. Vous irez voir combien coûte ce livre. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, Anatole France. Titre d'un documentaire coproduit par Investigation Michel Collomb et aussi par Jacques Pauwels que vous voyez là. Voilà, je vous recommande fortement. Et ce film, un film qui a été interdit en Europe au moment de sa sortie, qui a été combattu en France, que personne ne voulait absolument que la population française voie. Les Sentiers de la Gloire. Ça, je ne suis pas cinéma. À chaque fois que j'ai l'habitude de dire à mes amis, il faut que je leur dise à chaque fois que tu regardes un film, je lis un livre. C'est pas loin d'être vrai. Je passe ma vie à lire. Je m'en fiche complètement du cinéma, des inventions, du monde colossal d'Hollywood et des séries d'aujourd'hui. Eh bien, je vous recommande absolument d'aller voir Les Sentiers de la Gloire. Une preuve pour ceux qui m'écoutent, qui sont amis et qui parallèlement savent mon antipathie pour le cinéma, que c'est pas vrai en fait. Je n'ai pas d'antipathie pour le cinéma. Les Sentiers de la Gloire est un film formidable. C'est un film de guerre en 14-18 où on ne voit pas un seul Allemand. La vraie guerre est là. Pour vous conclure ce que je crois être vrai, je vous ai mis les 5 points de ma conclusion ici. Parce que pour moi, détruire la France et la Russie sont la volonté des corporatocrates, j'en ai l'impression, hein, toute une hypothèse que je pose au regard des éléments que je vous donne et de la continuité des informations historiques que nous possédons. Détruire la France et la Russie, pour plusieurs raisons, 5 d'entre elles que je vous ai mis ici, et je vais vous les commenter vite fait, puis on va arrêter là. D'abord, une raison religieuse ou idéologique. Si une partie de la corporatocratie, comme je le crois, s'est inspirée de Darwin, du malthusianisme, d'un racisme fondamental, et se dit qu'il est fatal qu'il y ait des mangeurs et des mangés au sein de l'espèce humaine, évidemment que la chrétienté s'oppose par essence à ce principe. Via la bonté que transmet la chrétienté, via le pardon, qui est une chose fondamentale, qui permet d'apaiser les sociétés et de générer un bien vivre. Et la tempérance vis-à-vis de l'argent, avec les paraboles du Christ sur les marchands du temple, etc. S'oppose, ceci, vous le comprenez bien, à la croyance de la domination fatale d'un petit groupe au sein de l'espèce humaine. Et donc, pour moi, les deux grandes représentantes étatiques, physiques de la chrétienté aujourd'hui, ce sont les deux représentants des deux branches, la Russie, l'orthodoxie, et la France, la chrétienté. Donc, il y a une raison idéologique ou religieuse, selon si vous êtes croyant ou pas, ça marche tout autant. Hein. Je veux dire que personne soit croyant dans cette histoire à autre chose, le principe reste le même. Hein. Un petit groupe pense que c'est fatal qu'il y ait des mangeurs et des mangés, il combat une idée qui dit que non, on peut tous partager, être égaux, la bonté, le pardon, ben, ça les ennuie. Ou alors que ces gens-là croient qu'il y a vraiment un démon, si vous croyez, qu'il y a vraiment un dieu merveilleux, ben ça marche aussi. Ensuite, la France et la Russie représentent toutes deux une menace pour la
stabilisation d'une domination globale, à la fois comme puissance nucléaire et militaire. En fait, c'est surtout que ça fait des centaines d'années que le Royaume-Uni et de l'Allemagne cherchent à vaincre la France et la Russie. Deux nations qui font preuve d'une incroyable résilience, avec une histoire militaire incomparable en fait, hein, incomparable aux autres. Que ce soit les succès et le nombre de conflits auxquels la France a appartenu et a vu le jour, c'est le record de victoires militaires de tous les temps, c'est évidemment la France, et la Russie, une incroyable résilience. Là, j'allais dire, c'est le plus grand nombre de défaites militaires ayant mené une victoire dans une guerre. La Russie, c'est des désastres colossaux, et malgré tout, ça tient. Voilà, il va falloir y aller pour vaincre ces deux pays. Eh ben, ils y vont. La richesse de leur territoire à tous les deux. Les deux plus riches au monde, pour l'avenir. Si peut-être 3 et 4, je veux bien qu'on mette Russie-Chine, je veux bien qu'on mette Inde, formidable, mais la Russie et la France, c'est supérieur. De mon point de vue, ça représente à la fois, pourquoi? Parce que c'est une menace et une convoitise. La Russie, parce que c'est l'immensité continentale, la plus vaste qui soit, sachant que l'Ukraine, il faut considérer que ça en fait partie. Puis la Russie aussi, c'est un ensemble dont on veut se partager. Aux ressources fabuleuses, j'ai pas besoin de revenir dessus, où il y a tout ce qui fera les 100 prochaines années, en grande quantité, pour alimenter un capitalisme mondial, voilà. La France a un territoire merveilleux. Il est immensément riche, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que vous voulez bien le croire. Bainville, je prépare, j'espère avoir le temps, je voulais sortir ça il y a des mois déjà, je n'ai pas le temps. Une série d'épisodes sur l'histoire de France de Jacques Bainville. L'une des choses que martèle Jacques Bainville, c'est évidemment que le territoire de la France est incroyablement riche, et c'est pour ça qu'il est l'objet de convoitises, qu'on veut l'attaquer tout le temps, et c'est parallèlement pour ça que sa population est insouciante, parce qu'elle se remet tellement vite des problèmes, parce que le territoire est tellement propice, qu'elle oublie qu'il peut y en avoir. Elle est portée à être légère, elle est portée à être insouciante, et elle est constamment la cible d'invasion, et elle est tellement bien dotée en ressources qu'elle est constamment victorieuse. Notre territoire est merveilleux à plus d'un titre, au-delà du territoire continental ici, dont je viens de vous dire ici, vraiment, qui est formidable. C'est la répartition des territoires et des départements d'outre-mer, de toutes les possessions que peut avoir la France, qui le dote donc tout ce qu'on peut appeler l'outre-mer, qui la dote d'un sol, une extrême richesse. Regardez la Nouvelle-Calédonie, et aujourd'hui, on voit bien Macron qui est à la solde de nos ennemis, qui essaie de tout faire pour que ça parte sans que ça se voit trop, que c'est volontaire. Du sous-sol, des ressources marines immenses, des fonds marins inexploitables à l'heure actuelle, que des technologies futures permettront d'exploiter, avec des ressources à découvrir, vous le comprenez bien. Pour le spatial, nous sommes le territoire le plus propice au développement du spatial sur Terre. 4. Rivalité historique familiale. Voilà pourquoi. La France, depuis le Moyen-Âge, je ne vais pas revenir ici sur les rivalités familiales qui parcourent toute notre histoire avec l'Angleterre, Charles VII et Henri VI d'Angleterre, avec Jeanne d'Arc. Enfin, je vous renvoie à des gens qui en ont parlé millions de fois mieux que moi. Et avec la Russie, les rivalités familiales ont débuté. Alors, ça fait longtemps qu'ils se disputent depuis 1815. Enfin, ils se disputaient entre cousins. Ça pouvait rester modéré. Mais enfin, depuis 1917, c'est terminé, ça. Hein. Là, c'est la guerre à mort. Ils ont massacré les cousins directs. Allez voir les portraits du tsar de Russie à l'époque, là-bas, Nicolas II, et allez voir le portrait du roi d'Angleterre, c'est Georges V, je ne me trompe pas. On dirait des jumeaux. Et enfin, 5, ces deux nations représentent un modèle social alternatif, comparé à celui dont a besoin les corporatocrates pour écraser les populations, les maintenir pauvres, pour maintenir leur domination. Le modèle social russe, parce que ça a été l'incarnation du communisme, comme idée de modèle social fantasmé dans l'histoire. Bien plus fantasmé que réel, hein, évidemment. Mais quand même, d'un idéal dont beaucoup de gens ont cru à un moment donné qu'il a eu le jour, et dont pas mal croient encore que c'était encore le cas. Bon, en fait, ça n'a pas été le cas, évidemment. C'est un idéal communiste qu'on pourrait prendre comme un idéal de justice sociale très paroxystique, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Très extrémisé. Certains ont ça en eux, très bien. En tout cas, ça représente un ennemi symbolique. Et la France, comme un modèle de justice sociale plus mesuré, mais qui a réellement eu lieu, lui, hein, avec les services publics, avec la création d'une immense classe moyenne. Un modèle social qui est attaqué, qui est disparu, qui est en disparition programmée accélérée, avec évidemment l'astuce de la dette qui est martelée. Et vous voyez, il n'y a jamais d'argent quand ça concerne le bien-être des gens. La justice sociale, les services publics, c'est toujours la dette et les problèmes de finances.
Et tout ce qu'il y a comme pognon, par contre, parce qu'en fait, il y a le pognon, le plus grand mensonge du monde, c'est que la France serait pauvre. La France, elle est d'une richesse incroyable. Ça part pour aider l'Ukraine, pour aider les banques, pour aider l'étranger, pour aider des riches, en exonération d'impôts, etc. Vous voyez le mensonge. Il va falloir que le maximum de gens s'en rendent compte. Et parallèlement, le risque est toujours là. Plus de gens s'en rendent compte, plus nos dirigeants... Vite, guerre étrangère. On les envoie, on verrouille la société, on trouve des solutions. Voilà, notre appauvrissement, difficile à justifier tant il est non naturel, est une assurance pour les corporatocrates et pour les dirigeants des États. Pour des raisons de sécurité et de pouvoir, un peuple préoccupé de survivre est incapable de réfléchir aux causes de sa misère. C'est une phrase de Rousseau. Vous avez Richelieu qui disait « Tous les politiques sont d'accord que si les peuples étaient trop à leur aise, il serait impossible de les contenir dans les règles de leur devoir. » Richelieu. Un peuple à l'aise a le temps de se préoccuper de sa politique au sens noble et de reprendre le pouvoir. Je vous renvoie à ma vidéo sur les 10 plus grands problèmes de notre démocratie qui vous démontre qu'en fait le peuple doit gérer lui-même sa démocratie. Les représentants ne sont que des horreurs tendant à s'émanciper au plus vite des représentés, et s'autonomiser et devenir nos ennemis. Enfin, un milliardaire n'est pas riche dans un monde de millionnaires. Un modèle social fort fait perdre son pouvoir à la richesse. Au-delà de tout ce que je vous ai dit par ailleurs, ça suffit à comprendre. Un très riche, il a besoin d'un écart de richesse avec la majorité, sinon il perd son statut. Il ne peut plus l'exiger. Quelqu'un qui a des caprices de milliardaire, comment voulez-vous qu'il les réalise si personne n'est suffisamment pauvre pour se plier à ses caprices? C'est aussi basique que cela. Tout ça rejoint l'astuce de la dette, tenir par l'argent pour tenir les règles de leurs devoirs, c'est ce que je dis avec la phrase de Richelieu. Dans ce schéma, la France est le pire ennemi des corporatocrates et des dirigeants. Elle est naturellement une source de richesse et de bien-vivre pour son peuple, problème majeur pour ceux qui ont besoin de notre pauvreté. Depuis Jules César, tout ceci court. Depuis Jules César, qui a fait sa fortune sur notre dos, qui a remboursé ses dettes, Jules César lui aussi. La norme, c'est que la France est riche et que nous devrions tous bien vivre sans grande difficulté. Toute autre situation est le signe d'une invasion, d'un mensonge, d'une propagande, d'un ennemi, d'une trahison. Toute autre situation est la démonstration de ça. Actuellement, la France est sous contrôle et détruite progressivement de l'intérieur. On a une guerre indirecte qui nous est menée via l'Union Européenne, qui est l'émanation des États-Unis sous contrôle allemand actuellement, et en partie corporatocrate américain, bref, ils se partagent tout ça, sous l'égide de l'OTAN, avec des dirigeants traîtres, comme tous les présidents depuis le départ de De Gaulle, via des astuces telles que la dette, notre appauvrissement artificiel, l'euro qui participe de cette création artificielle de pauvreté, le soutien aux guerres étrangères qui servent à nous épuiser. Macron n'agit pas seul par narcissisme et folie. Je vais le redire ici en conclusion, c'est un agent sous influence de la corporatocratie et des dirigeants du Royaume-Uni, en particulier de la banque Rothschild. Il faut arrêter de croire autre chose. Il répond aux ordres. Cela ne l'empêche pas qu'il soit personnellement potentiellement dérangé. Des psychiatres se sont prononcés, etc. C'est un rôle qu'il tient à merveille. Pas de souci, faire croire qu'il agit par coup de folie et pas sur ordre. Il le fait très bien. La France est actuellement à la fois un moyen et une cible. Elle est un moyen de faire la guerre à la Russie et une cible de cette guerre. La Russie, elle n'est pas sous influence et sous contrôle. Donc les forces agressives qui lui préparent la guerre directement nous utilisent. Les États-Unis sont temporairement sous un faible contrôle de leur corporatocratie qui s'entremêle avec celle du Royaume-Uni et beaucoup plus sous celle qui se préoccupe des intérêts américains vers l'Asie. Ça ne signifie pas qu'ils ont cessé d'être un empire et que ça va être quelque chose de bien, mais en tout cas on est temporairement peu à côté de leurs préoccupations, même s'ils ont toujours intérêt à soumettre la France, ils ont en tout cas un intérêt à ne plus être les rivaux de la Russie. C'est ça surtout qui pose problème. Et je vous l'ai dit, la Chine et la Russie ne sont qu'alliés de circonstances, alors que rivaux naturels, qui n'ont pas les mêmes ennemis, et qui pourraient se découpler par la suite. La France et la Russie ont toutes les raisons du monde d'être des amis. Elles sont agressées par les mêmes ennemis qui font croire au peuple français que la Russie lui voudrait la guerre. Je vous ai cité tout à l'heure le général Brooke qui vous montre que pendant la Seconde Guerre mondiale, ça paraissait déjà absurde au Royaume-Uni, pourtant les plus fonceurs et fers de lance à nous maintenir cette illusion-là.
La Russie ne souhaite pas nous envahir. La Russie veut sa sécurité personnelle, d'État. Elle a déjà trop de terres. Et pour sa sécurité, elle a besoin d'une Ukraine pacifiée. Exactement comme les États-Unis ont besoin d'un Mexique pacifié et d'un Canada tranquille. Exactement comme la France aurait peut-être besoin d'une Espagne ou d'une Allemagne tranquille. D'où les innombrables conflits avec l'Allemagne, qui sont complexes à gérer. Parce que nous, on a un super fort frontalier. D'où le fait que des États frontaliers tampons dans plein de situations dans l'histoire, c'est une chose qui s'est faite et qui ont apaisé des situations. Je prépare une série sur l'histoire de France de Jacques Bainville, que j'appellerai, je pense, les prophéties de Jacques Bainville. J'essaie d'écrire, parce que j'ai pas le temps d'enregistrer des vidéos en parallèle, et de mettre en clair mes écrits pour essayer de publier quelque chose. Et de finaliser ma conférence sur le système solaire. J'ai un ami qui m'aide, je peux consacrer 1, 2, 3 heures des fois par semaine. C'est compliqué pour avancer, pour enregistrer. Ma situation personnelle aura peut-être un débloquement en mai-juin, chose sur laquelle je ne peux pas être certain. Mais si c'est le cas, j'enregistrerai quelques vidéos, ça me fera plaisir. Et j'essaierai de sortir, d'essayer de faire vivre le projet que j'avais lancé, que je veux pas comme ça ne faire que vivoter des 2 autres chaînes, parce que je vais le faire vraiment. C'est une chose, je me demande, je m'excuse pour ceux qui ont été enthousiastes à ce projet. Vous êtes une 50aine à suivre vraiment très bien, et moins de 300 à suivre régulièrement mon travail, à m'avoir écrit, à m'avoir aidé. Et je vous remercie à tous du fond du cœur. Je suis désolé si je suis un peu déçu parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas pu faire quelque chose. Moi, je ne vis pas de ce que je fais du tout. J'ai aucune formation. Je suis juste quelqu'un qui a lu des livres. Et ma vie, bon, voilà, est celle qu'elle est. Je ne vais pas m'étendre. Et je n'ai fait cette vidéo que parce que la totalité des gens que je peux écouter, et j'écoute, ça veut dire que je ne suis pas forcément en accord, mais j'écoute beaucoup. Je prends le temps, même si c'est moins en ce moment, d'écouter depuis des années des analystes, des hommes politiques, des géopolitologues, des économistes, des historiens, tous les gens qui passent à peu près au cercle Aristote, tout un tas de personnalités, peut-être une 50aine de personnes dont je suis les études. Aucun d'entre eux ne me semble être allé aussi précisément dans l'explication concrète, historique, des origines, de la volonté, en fait, du Royaume-Uni et des élites, vous avez compris, je ne vais pas me répéter, d'attaquer la Russie, et que toute l'histoire que nous vivons s'inscrit dans ce modèle. Donc il me semblait être mon devoir de le faire, c'est pour ça que je le fais. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Pour ceux qui sont toujours là, vive la France.